Je me présente, je m'appelle Gad Elmaleh et c'est mon vrai prénom et mon vrai nom. Souvent on m'a demandé si Gad c'était pas un diminutif pour quelque chose, ben non. Gadimir ou... Gadimir, Gadriel. 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 Non, ça veut dire joie en hébreu, c'est une des 12 tribus dans l'Ancien Testament. Je suis né au Maroc, j'ai vécu dans plusieurs pays, je suis artiste avant tout. T'es maqué là? Unclear. Ok. Non, oui. Non, mais ce que je veux dire, tu sais, j'ai vraiment l'impression de te connaître. Il n'y a pas un jour de ma vie où on ne me parle pas du sketch du blond. T'es tellement dans nos vies depuis longtemps. Moi, je suis un auteur de club, du terrain. Et tu fais des beats du coup? Bah, je fais des bides, on va dire que ça peut pas être des bides, c'est des bides, c'est des bidons. C'est des bidounets, ouais. Des bidounets. Ouais. Et ben voilà, on est déjà parti, on va quand même mettre le casque si tu veux bien. Je pense même qu'on est déjà parti, je pense même qu'on a déjà commencé. On a déjà commencé, alors tu sais quoi Et ça fait plaisir. Je crois que t'es bien flou un peu, alors je vais quand même... J'ai pas envie d'être flou. Non, moi non plus, parce que je sais qu'en plus tu connais, c'est Woody Allen, tu vois, ce film-là avec Robin Williams, qui est flou. Très très bien. Ça s'appelle Deconstructing Harry. Oui, exactement. Harry dans tous ses états. Et le meilleur moment de ce film, quand l'acteur est flou, c'est quand en anglais ça se dit out of focus, ouais. Et il rentre à la maison et les enfants disent that is out of focus, that is out... C'est un super gag. J'adore Woody Allen. Je l'ai vu il y a pas longtemps à New York d'ailleurs. C'est vrai. Ouais, j'étais à New York il y a pas longtemps et je l'ai croisé, mais c'était comme dans un film. Parce que je peux mettre le casque un tout petit peu moins fort ou pas? Ouais, un poil, hein. Pas beaucoup. C'est bon, c'est mieux là. Ouais, c'est bien. Ouais. Et je l'ai croisé dans la rue, dans son quartier, mais dans le Upper, près de Central Park, Upper East ou West, je sais pas. Et en fait, c'était comme dans un film, parce que c'est vraiment l'icône Woody Allenienne new-yorkaise. Elle vit dans cet endroit, tu l'imagines là-bas avec les maisons là comme ça, ouais. et le Central Park à côté. Et il était là-bas, et je l'ai croisé. Donc je me suis arrêté, je lui ai parlé. C'est vraiment le cliché vivant, quoi. Et il te connaît? Vous vous connaissez? Oui, on se connaît parce qu'on a tourné ensemble 2 fois. C'est vrai. J'ai fait un petit rôle dans son film Midnight in Paris, et j'ai fait un rôle un peu plus important dans une série qu'il a fait, dont on n'a pas beaucoup entendu parler, qui a pas été un gros succès, mais c'était la première fois qu'Amazon faisait des séries au tout début, et il a fait une série qui s'appelle Crime en 6 scènes. Ok. Voilà. Et donc j'ai joué dedans. J'avais des scènes très très marrantes, notamment une scène vraiment très 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 bien écrite où je vais voir un psy avec ma femme et en fait, on a des problèmes de sexualité, et puis avec cette psy, cette sexologue, on décide, ma femme et moi, finalement, que pour que le personnage que je joue trouve une forme d'excitation, il faut que ça passe par l'argent, et qu'il y ait un jeu de rôle, et qu'elle se... quelque part, il faut que je paye pour pouvoir... Ouais. Donc, il y a un jeu un peu malsain comme ça, et ils sont d'accord, et la psy leur donne ce conseil, c'est assez barré comme truc, et la femme est d'accord, moi je suis d'accord, et on retourne voir la psy quelques semaines après dans la scène, et on dit on vient vous voir parce que du pro vous venez vous voir. Ça n'a pas marché. Ah ouais, ça marche, on n'arrête pas de faire l'amour, c'est génial, elle est contente, je suis content. Elle dit alors what seems to be the problem, elle dit la psy. Et moi, ma réplique qu'a écrit Woody Allen, c'était elle a augmenté ses tarifs. Alors il y a vraiment le New York Jewish truc, esprit, humour qui était vraiment vraiment drôle, quoi. On est parti de plein pied dans tout ça. J'ai tellement de réactions déjà à tout ce que tu me dis. New York, Woody croisé, tu vois, Léo dans la rue, était capable de lui dire hey, Léo, ça va et tout. Il t'est arrivé des choses quand même assez dingues. J'ai eu la chance de faire des rencontres importantes, de par le fait qu'ils soient des icônes ou des légendes, mais surtout parce que quand tu rentres dans le monde de ces personnes-là, tu t'aperçois que leur monde, leur vie, leur vécu, leurs expériences, leurs galères aussi, elles sont aussi intéressantes, et c'est pour ça que ce sont devenus des icônes. Et c'est clair que ça m'intéresse beaucoup plus de les connaître quand on peut, un peu en profondeur, plutôt que de croiser une méga star à Cannes et de faire comme ça sur une photo. Ouais, quoi. ouais. Parce que tu me disais, tu parlais de je le fais quand même. De podcast tout à l'heure et d'envie. Ce dont j'aimerais parler, avec Génération Do It Yourself, ce que je fais, mon trip, c'est de déconstruire un peu le succès,
les dynamiques de création, les dynamiques de répétition, voilà, moi j'aime passer du temps avec les meilleurs dans leur secteur, au moins ceux que je considère moi les meilleurs. Souvent, je me rends compte que eux-mêmes se considèrent pas les meilleurs et voient toujours Non, plus haut. moi Mais toi, t'assumes. Oui, j'assume. Non. J'ai lu que tu t'étais Plaisanterie, aussi... attention. J'ai compris. Entre parenthèses, rire. C'est comme les interviews de presse écrite. Parfois, tu dis un truc au 2e degré, puis ils oublient de mettre qu'il y a eu des rires, et tu passes pour vraiment un gros connard. Ici, je coupe rien. Le gros titre, c'est non, j'assume d'être le meilleur. Non, et en plus, je voyais aussi tes tergiversations ou tes échanges autour de l'orgueil et aussi de l'ego et de ces choses comme ça, et je trouve ça super intéressant. Donc ce que j'aimerais moi comprendre aujourd'hui à travers soit ton parcours, soit tous les échanges qu'on peut avoir, on a un temps un peu restreint pour moi. Non, c'est dur, c'est dur. J'ai un demi-épisode aujourd'hui avec un deuxième, voilà. Je reviens, c'est parce que je suis en tournée. Et c'est comprendre comment on devient le meilleur, ou parmi les meilleurs, à mon sens en tout cas, dans ton univers. Pourquoi tu pars ou tu essayes de le faire ailleurs, une fois que tu es arrivé à un certain niveau. Moi, j'ai été impressionné par vraiment ton courage d'aller aux US, et j'aimerais que tu me racontes un peu ça et pourquoi tu le fais finalement. Est-ce que tu t'emmerdais en France? Est-ce que, voilà. Peut-être aussi, comment on peut devenir drôle plus simplement sans que ce soit professionnel? Est-ce qu'il y a des petites choses? Est-ce que je peux... Il y a des petits cachets. Il y a des petites pilules. Voilà. Non, mais ça m'intéresse comment on peut... et est-ce que toi, c'est une dynamique au quotidien, oui. etc. Et j'ai tellement de choses à voir. J'aimerais comprendre aussi comment tu as vécu... Alors, c'est marrant, il y a une perception externe... tu vois, j'ai posé à Laurent une question, il va me détester de t'avoir... mais j'ai posé à Laurent, qu'est-ce que tu poserais comme question à Gad? Et j'ai compris qu'il n'avait pas du tout la même perception que moi. Il me dit comment il a traversé les 5-10 dernières années qui semblaient un peu difficiles. Et moi, je lui dis, je crois qu'elle est passée cette période, tu vois. J'ai en effet vu un moment qui avait l'air tout. Oui, il y a de tout. Mais et c'est drôle, en fait, il y a une perception externe qui n'est pas la tienne, que tu as à l'intérieur, et pas la mienne. Enfin, tu vois, Laurent et moi, on en a une différence. J'aimerais parler de ça. Mais avant tout ça, Gad, je te propose de te présenter toi-même. Waouh. Mais c'est bien de se présenter parce que ça permet de voir comment aussi je me vois. Je crois que je me présente, je m'appelle Gad Elmaleh et c'est mon vrai prénom et mon vrai nom. Souvent, on m'a demandé si Gad, c'était pas un diminutif pour quelque chose. Ben non. Gadimir ou... Gadriel. Gadriel. Non, ça veut dire joie en hébreu. C'est une des 12 tribus dans l'Ancien Testament. Je suis né au Maroc. J'ai vécu dans plusieurs pays. Je suis artiste avant tout. Quand je dis que je suis artiste, c'est que j'ai fait beaucoup de choses très différentes. Et ce qui me passionne le plus, c'est la création, c'est-à-dire inventer, écrire, créer, que ce soit pour le cinéma, pour la télé, pour la scène, voilà, je suis artiste. Et c'est comme ça que je me présente. Après, ces derniers temps, j'ai compris que mon métier, c'était plus qu'un métier. C'était une mission pour moi. Humaine, spirituelle, personnelle, intime, qui était une mission en tout cas. Et j'étais là sur Terre, j'étais là sur scène, j'étais là dans la vie pour donner de la joie. Avant, c'était la conséquence. Je donnais de la joie, c'est-à-dire je faisais des shows et la conséquence, on me disait c'est génial de pouvoir réunir des gens et leur donner de la joie. Alors bien sûr que c'est un métier, bien sûr qu'on est payé pour ça, bien sûr qu'on a appris, bien sûr qu'il y a une technique. Mais aujourd'hui, c'est pas que la conséquence, c'est ma dynamique. Quand je vais sur scène aujourd'hui, je suis animé de cette dynamique, de ce projet, de cette mission de donner de la joie. Et c'est une joie pour moi d'abord parce que c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui me dynamise dans les moments où c'est compliqué, dans les moments où on a plus de mal à aller sur scène, de se rappeler de la mission qu'on a. J'ai une mission sur Terre qui est de faire rire les gens, au-delà de mon job. Et j'ai compris que c'était une grâce, que c'était un cadeau, que c'était vraiment une joie. Comme ça, il y a le talent qu'on peut avoir avec ce qu'on sait faire. Toi, tu as des talents pour ce que tu sais faire, ce que tu fabriques, ce que tu entreprends. Et après, il y a ce petit plus qui est d'en prendre conscience, se dire waouh, j'accepte la mission, quoi. Et c'est bizarre parce que je fais ce métier depuis très longtemps. On aurait pu se dire mais ça fait longtemps que tu donnes de la joie aux gens. Mais j'étais pas pleinement conscient de ça. Aujourd'hui, j'accepte cette mission. Est-ce que pour arriver dans cette mission ou l'accepter,
il faut pas à un moment être... Enfin, avoir passé un certain nombre d'étapes. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es au tout début à faire tes one-man shows ou tes stand-up et que ça marchote, etc., tu peux pas... Enfin, Non, t'as raison. C'est difficile de T'as dire raison j'ai parce une que mission, c'est de non, faire t'es rire sur les gens. toi en fait. Ouais. T'es sur toi et mais bon, on fait un métier très qui implique beaucoup d'ego, d'orgueil. On va en reparler parce que tu parlais d'orgueil, tu parlais aussi des challenges. J'aimerais bien revenir là-dessus sur les challenges après. Mais je crois que en fait, on est beaucoup sur sa personne quand on démarre. Il faut beaucoup d'années, ouais, beaucoup d'expérience, beaucoup de recul aussi, de détachement, peut-être de moments plus difficiles où on a perdu un petit peu on voit s'éloigner cet amour peut-être du public, un peu comme dans une relation avec quelqu'un ou avec soi-même, et de dire c'est une fois qu'il n'est pas là que je me dis oh là là, il faut que je le retrouve. Et donc on prend la valeur peut-être de ça. Mais avant c'était une conséquence. Aujourd'hui c'est c'est intéressant, je l'avais jamais vu comme ça. C'est le contraire du succès et de la notoriété. Par exemple, la notoriété pour moi c'est une conséquence. Si la notoriété est un but, alors le projet, il n'est pas très sain. On peut avoir des rêves de notoriété, un peu. On peut, quand on est gamin, se dire « Ah, j'aimerais bien être connu, regardé par les gens, prendre des photos, être une star, avoir des flashs dans la gueule et puis passer à la télévision. » C'est pas malsain de penser ça. Si on n'a que ce rêve, c'est un peu bizarre. Moi, j'avais ce rêve animé d'une volonté d'être sur scène, de faire un travail, d'avoir un art, de divertir, de dire ce que je pensais du monde, de jouer des personnages. Alors, la notoriété, c'est une conséquence d'une somme de choses que tu as accomplies dans ta vie. Mais aujourd'hui, la joie que je donne au public, c'est une conséquence et un point de départ. Et c'est vraiment mon point de départ. Ce soir, je joue à Annecy. Je me dis, j'y vais avec la joie de me dire, je vais faire rire des gens, quoi. Il y a des gens, mais ça paraît banal. T'as encore le stress de te dire, est-ce que t'as encore le stress, je pourrais ne pas faire rire les gens? Ce serait de la fausse modestie de penser qu'après presque 30 ans de carrière, tu dis est-ce que je suis drôle? Ce serait, je vais pas m'amuser à faire ça, mais tu peux avoir un doute sur les nouveautés que tu testes et tu peux avoir un doute sur ton état de forme, de santé, d'état mental, psychique. T'es dans quel mood? Qu'est-ce qui se passe? Comment est le public? C'est des conditions en fait. C'est comment, c'est comme la Formule 1, tu vois. Il y a tout. Il y a la voiture, il y a le pilote, il y a le parcours, il y a la météo, il y a tellement de choses. Mais c'est ça qui me semble fou. Et alors je le vis un tout petit peu à ma juste. Juste ne dis pas l'expression à mon petit niveau. Non. Tu connais l'expression à mon petit niveau? Je l'ai lu quelque part et t'as raison. Il n'y a pas à mon petit niveau. T'as raison. Moi, je pense qu'à mon petit niveau, c'est près de non, mais c'est assez nouveau aussi pour moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu sais, t'as des moods comme ça. Oui, mais t'as de la chance, pardon, je t'interromps, parce que la notoriété de ce qu'on est en train de faire, qui existe déjà dans la tête et le cœur des gens, elle est sur le contenu de ce qui se dit. Oui. Elle n'est pas sur ma gueule, ton look. Non, c'est sûr. Tu vois? Heureusement, parce que c'est pas possible. C'est pas réaliste. Mais t'aurais pas d'humour sur toi, je me barre. Hein. Ça va. C'est pas la pire des choses, ça, les gens qui arrivent pas à avoir de l'humour sur eux. Mais c'est pareil, il faut une certaine expérience là-dessus. Quand t'es jeune, quand t'as 20 ans, je trouve ça dur, tu vois. En fait, pour avoir de l'humour sur toi, il faut avoir une certaine assurance aussi. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que... oui. Tu vois, c'est paradoxal, mais t'as raison. Bah ouais. L'autre jour, j'étais voir un copain sur scène, il fait un one-man show, c'est vraiment assez brillant, c'était bien. Mais je lui dis, mais par moment, quand tu te parles de telle et telle chose, au lieu de dire que tu réussis... Mais non, dis que tu as raté le truc, ou alors... Et il m'a dit, je suis pas encore prêt à ça. Et moi, en fait, ça rejoint ce que tu dis. Finalement, pour se mettre une petite fléchette sur scène, ou dans la presse, ou une manière d'avoir une forme d'autodérision... il faut être un peu cool avec ça, quoi. Il faut être un peu détendu. Ouais, ok. Tu vois, moi, là, c'est plus sur les rendez-vous business, mais je me rappelle que quand j'avais 27, 28, un peu moins de 30 ans, j'arrivais en rendez-vous, j'étais toujours hyper étriqué, cravate, tout ça, hyper machin, etc. Et puis je blaguais pas, tu vois, parce que je me disais, faut être super sérieux, etc. Aujourd'hui, j'arrive, mais je peux dire que je m'en bats les couilles, mais je suis quand même un peu... comprends. T'envoies autre chose comme signal. En fait, parce que j'ai envie d'amener... Ouais, et puis je me dis, tu sais quoi, il y a plusieurs choses, mais
je me dis d'une part, c'est pas que je m'en fous pas de rien. Je suis là, je suis content d'être avec les personnes, mais j'ai envie d'avoir une belle vie, de passer des moments cool, etc. Et si les gens m'emmerdent, et s'ils sont pas contents avec ça, eh ben, tu sais quoi, ils feront du business avec d'autres gens, tant pis, tant mieux, whatever, tu vois. Mais c'est bien comme mindset parce que finalement, ça permet d'être heureux. Je sais pas, en tout cas, ça permet d'essayer, en tout cas, de gérer quelque chose de plus serein, quoi. Plus authentique, je dirais aussi. Authentique et aussi arrêter de penser qu'on peut maîtriser tout. Ce que tu dis là, c'est ça marche pas. Je crois que beaucoup de gens qui ont des parcours vraiment assez de succès, très souvent, j'ai découvert qu'il y avait bizarrement une forme de lâcher prise, une forme de ok, on va pas le faire ensemble, je continue mon chemin, je vais construire et la construction se fait. C'est pas tout le temps un acharnement, le mythe de il faut pas lâcher les gars, il faut aller les voir et rentrer par la fenêtre. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Il faut savoir le faire, il faut savoir aussi, tu vois, choper un enregistrement avec Gad, c'est à la fois, c'est assez paradoxal. Non, j'ai voulu quand même. Non, mais je suis d'accord. C'est même moi qui t'ai relancé sur la date. Et ce qui est drôle, c'est que je vais faire écouter le vocal, je crois que je vais le retrouver. mais comme je suis très monotache, il va falloir que tu parles pendant ce temps-là. Mais j'ai adoré ce truc, bah ouais, cool, on peut le faire, etc. Et, en fait, c'est assez marrant parce que c'est un peu ce qu'on dit, mais quand on me trouve ici, quand tu arrives le matin, quand tu me laisses ton vocal, en fait, c'est Gad, quoi. Et tout à l'heure, je t'ai dit, je te connais, ou je sais pas, tu m'as dit, bah non, tu me connais pas. Mais en fait, tu sais, j'ai vraiment l'impression de te connaître. Et en fait, c'est drôle, t'es tellement... c'est assez marrant, hein. Je sais pas à quel point tu t'en rends compte, mais t'es tellement dans nos vies depuis longtemps, dans beaucoup de vies, et... Je pourrais dire à la fois je suis très fan et à la fois je suis pas un ultra fan comme ça, mais c'est vrai que je t'ai vu à l'Olympia il y a 10-15 ans, il y a des trucs, moi, on parlait tout à l'heure de c'était quoi quand t'es arrivé, ce que je regardais, le qui veut gagner de l'argent en masse. Alors je vais pas le dire en québécois, qui veut gagner de l'argent en masse. Voilà. Clémence m'a interdit de faire Clémence, elle fait bien l'accent québécois. Ouais, voilà, c'est ça, je n'ai pas eu Clémence qui travaille ici. Exactement, voilà, productrice. Son nom, Netflix, ça dit? Ma productrice. Ah, non, pas encore. Voilà, le nom s'affiche au bas de l'écran. Ouais. Non, mais j'entends, moi, ça me touche beaucoup. Et très souvent, les gens me disent ça. Alors, c'est clair que ça te vieillit quand t'entends ça. Mais la plupart des gens qui m'arrêtent dans la rue me disent, mais on a vécu avec vous, en fait. Ouais. Ou alors, il y a telle expression, on le dit dans ma famille depuis longtemps. Je crois que ça concerne beaucoup plus les humoristes que les acteurs. Ou que les chanteurs. Alors peut-être les chanteurs, il y a des points de repère de vie. Mais les humoristes, comme ils parlent de la vie, ils dépeignent, ils décrivent, ils remuent un peu les trucs de la société. C'est ça notre matière. C'est que les gens connectent immédiatement, quoi. Moi, il y a pas mais vraiment, j'exagère pas, il n'y a pas un jour de ma vie où on ne me parle pas du sketch du blond parce que... Ou alors, l'autre jour, j'étais avec un copain, il me disait, mais en fait, c'est marrant parce qu'en fonction de là où t'es, on te ressort des thématiques. Et tu vas au ski, on te parle du blond et tu vas... C'est plus le blond quand même qui ressort le plus... Ouais, beaucoup. Parce que tout le monde a été la victime du blond, d'un blond, et tout le monde est le blond de quelqu'un. Toi, par exemple, pour moi, aujourd'hui, c'est toi le blond. Putain, parce que t'as l'air beaucoup plus carré, beaucoup plus organisé, beaucoup plus nickel. À mon avis, t'as fait du sport ce matin à 6h. Hier soir. Tu vois raison, oui, ça se voit. Mais j'ai hésité ce matin. Vraiment? Ouais. Je me suis dit... Tu vas à la salle, tu vas à la... Non, je fais du triathlon, tu vois. Donc voilà, je fais du course vélo. Comment on fait du triathlon triathlon le matin? Non, le matin, tu choisis plutôt... Moi, je choisis plutôt course ou vélo, ou course ou natation. Non, mais tu t'en fais pas deux, hein, généralement. Et vélo en extérieur. Tu vas à Longchamp, tu tournes comme un connard. Mais ça marche pas. Non, on est pas mal de connards. D'ailleurs, je les embrasse parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent. Avec les clac-clac. Ah bah bien sûr. Ce truc horrible que l'on avait les premières fois, c'est compliqué. Eh ben, salut à tous les clac-clac. Salut à tous les clac-clac. Pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai, le Luron, Coluche... Je vais faire une dédicace à Richard Anconina, qui va souvent à Longchamp. C'est vrai? Et qui tourne en vélo. Et lui, c'est un clac-clac. Hein. Richard. Lui, il est clac-clac. Richard, il est la bête de scène. On en parlait encore ce week-end. Quand ils se disent bonjour, là, dans... comment s'appelle ce film? Itinéraire d'un enfant gâté. Oh my God. Ouais, c'est mythique. C'est une scène si vous n'avez pas vu, parce qu'il y a acteur. beaucoup de plus jeunes qui écoutent ce podcast, si vous n'avez pas vu Itinéraire d'un enfant gâté, il faut le voir, enfin, le prochain film à voir. Ah ouais, si vous l'avez déjà vu, vous pouvez le revoir. Ouais, c'est un immense acteur et un copain que j'aime. Très bien.
Mais c'est vrai qu'il y a, tu vois, des gros marqueurs de temps, quoi. Pour moi, en effet, c'est Coluche-le-Luron quand j'étais tout petit. Ah ouais, t'as connu ah ouais, c'était avant. Ouais, je pense que Coluche, j'ai connu. Il doit être mort quand j'avais 6, 7, Ouais, 8 ok. ans. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Mais t'es venu assez vite ensuite, quoi. Il y a eu toutes les... Moi, j'ai commencé à être connu en fin des années 90. ouais, fin 90. On va dire que en 2000, enfin un peu avant, mais on va dire en 2000 vraiment, je commençais à être connu, quoi. On me regardait dans la rue, on m'arrêtait dans la rue en 2000. Je faisais mon spectacle La Vie Normale au Théâtre des Jazets. C'est vraiment pour moi un moment où je tournais La Vérité si je mens. C'est là vraiment que ça a pris, quoi. Et le tipping point, le point de bascule, c'est quoi? C'est un moment où tu commences à passer à la télé, ou c'est un moment où... Je crois que c'est Chouchou, c'est le C'est film Chouchou. Chouchou. Ouais, parce qu'il fait beaucoup d'entrées, mais surtout, c'est le moment où les gens reprennent les répliques et que le personnage devient attachant et on m'en parle dans la rue, quoi, en fait. Moi, le meilleur repère à ce moment-là, pour moi, c'est la rue, quoi. Parce que n'oublions pas que quand on apparaît, quand je dis on, je pense à Jamel Debbouze, je pense à Eric et Ramsey, je C'est vrai pense qu'il y à... avait tous... ouais. Il y a tous les copains, il y avait Franck Dubosc, Florence Foresti, tous les humoristes, quand on apparaît, il n'y a pas de réseaux sociaux. Ouais. Ça fait un peu... C'est un truc de ouf. Un truc de vieux, surtout. Non, mais c'est ça. Il n'y a pas de réseaux sociaux. Les premiers spectacles qu'on fait, on poste rien sur Instagram, on n'a pas Instagram. On achetait des DVD de Gad Elmaleh. Ouais, non, on achète des VHS d'abord. Oh my God. On les louait. Qu'on Chez rembobine. Vidéo Futur. Chez Vidéo Futur. Mais t'as quel âge? En fait, le mec de Vidéo Futur, il te dit, il faut rembobiner, s'il vous plaît, hein, quand même. Et en fait, la télé, à l'époque, et ça, la nouvelle génération, elle s'en rend pas compte, la télévision, quand tu fais une télé à l'époque, c'est un événement. Et c'est un événement déjà en images, c'est un événement dans ta carrière, et c'est là que tu vends des billets. Dans ta famille aussi. Bah, dans ta famille, Maman, je n'en parle pas. Non, mais c'est vrai, moi, je rigole toujours avec ça, parce que j'ai un immense respect pour Michel Drucker, qui a tendu la main à chacun d'entre nous à un moment donné de nos carrières. Et moi, je parlais même de druckerisation. Avant, quand tu t'étais fait druckeriser, tu avais le sabre avec Drucker, t'as adoubé, Drucker a dit, allez le voir. Mais tu peux pas savoir la prescription que c'était. Ouais. C'était genre, il est passé chez Drucker, Drucker a dit allez le voir. Aujourd'hui, c'est moins le cas, même si la télé est importante. C'est éclaté, en fait. Ouais, mais il faut pas la dénigrer, la télé, parce que c'est d'abord, ça s'adresse à une population qui est pas sur les réseaux sociaux. Et c'est pas uniquement des histoires de génération. C'est des histoires d'endroits sociaux, géographiques, personnel. Il y a des gens qui sont pas forcément sur les réseaux sociaux, quoi, tu vois. Mais c'est toute la difficulté d'ailleurs, je trouve, du monde actuel, et le comprendre pour des humoristes, des gens médiatisés comme toi, pour enfin des gens qui font de la com ou comme nous, hein, pour certains clients. C'est qu'en fait, par exemple, parmi mes auditeurs, moi, en l'occurrence, j'en fais aussi partie. Je regarde plus, je fais pas partie de mes auditeurs. Je regarde plus. Ça s'appelle la masturbation. Je regarde plus trop je regarde plus la télé en fait depuis 10 ans. Je regarde des matchs de Ligue des Champions une fois de temps en temps et puis moi, en fait pareil. Et donc tu regardes Netflix, Disney+, un peu Amazon Prime et je sais pas quoi et Il y a un truc bien. Non, moi je regarde Faites entrer l'accusé. C'est vrai toujours Tout le temps. OK. Mais tout le temps. Rediff, replay. Il y a même une chaîne sur laquelle il y en a en boucle. Enfin, c'est ouais. L'obsession. Sur Mango. C'est un beau, c'est une belle source aussi, je pense, de... Bah, moi, je suis fasciné par ces... Vraiment, quand c'est Ondelat. L'inspiration, ouais. Ouais, quand c'est Ondelat, parce que ça me tient, quoi. Je suis arrivé à regarder plusieurs fois un Faites entrer l'accusé, plus qu'une série sur Netflix, parce que c'est bien foutu. Et puis, le fait que ce soit vrai... Et même si on pense que... Enfin, pas on pense, c'est assez glauque parfois, parce que forcément, c'est des crimes. Mais moi, ça me tient, quoi. J'adore le récit. Et comme c'est vrai, je suis là-dedans, j'attends. Alors, c'est un peu... Certains de mes potes trouvent ça un peu... Enfin, l'obsession de cette émission trouve ça un peu bizarre, mais moi, je l'assume. En tout cas, j'aime beaucoup. T'es toujours en voyage, toi ? Beaucoup. Ouais. Et trop. Et il faut que je sois moins en voyage, parce que j'ai envie de me poser un petit peu maintenant. C'est où chez toi ? Ouais, c'est Unclear. Qu'est-ce que t'as dit ? Unclear. Unclear. Situation unclear. Ma base, c'est à Paris, en France. Okay. Mais on va dire que je rayonne en tournée, dans mes voyages et tout ça, et puis je reviens à ma base à chaque fois. Mais je pense pas que je resterai à Paris tout le temps, quoi. Je vais avoir besoin à un moment donné d'aller dans un endroit plus calme.
et plus... euh, voilà, ça m'épuise, ça me vide Paris. J'adore parce que ça a été le lieu où j'ai eu des rêves, où j'ai réalisé des rêves, où cette énergie m'a été une émulation, un drive très 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 fort. Comme New York, où j'ai vécu, je pourrais plus jamais revivre à New York, c'est pas possible, quoi. Euh, je cherche autre chose aujourd'hui. Pourquoi ça épuise ces villes? Moi, en fait, j'ai l'impression que ça me gonfle, moi. Parce que c'est un jeu, et quand on aime ce jeu et qu'on veut jouer à ce jeu, ça épuise pas les gens qui ne voient pas le jeu et qui rentrent pas dedans. Ça épuise ceux qui sont waouh, ok, allez, on est prêt, on y va et on se donne et on rêve et on travaille et puis c'est ça qui épuise en fait. Tu peux tout à fait vivre à New York ou à Paris une autre vie si t'es pas dans la course, quoi. Et moi, j'étais dans la course, j'aimais être dans la course, et là, j'ai plus trop envie d'être dans la course. Toi, ta négo, c'est ton trade-off, comme on dit, c'est de trouver du temps, en fait. C'est difficile, c'est ça? Mais de plus en plus, là, ça va être possible. Et ça l'est en ce moment, parce que j'ai la chance, le luxe de pouvoir faire des choix sur les plannings de tournée. Par exemple, je tourne beaucoup moins qu'avant et je fais des choix pour pouvoir être avec... J'ai 2 enfants. Bon, le grand, il a 22 ans, donc c'est plus des rencontres. On est plus sur un rapport de... Voilà, on fait du sport ensemble, on se texte, on a une vraie relation. Je dirais pas de pote, j'aime pas l'idée de... c'est père-fils, mais on va dire adulte. Le petit, il faut que je sois avec lui, que je passe du temps avec lui. Donc, il y a une semaine il y a des semaines où je suis totalement dédié au petit et j'arrive en m'organisant à l'avance à faire moins de routes, moins de shows, quoi. Avant, je faisais tout ce qui pouvait être fait. Le petit est dans le sud, hein, c'est ça. Enfin, ouais. Donc tu te fais une semaine dans le sud où t'essayes, ou 3-4 jours. J'essaye. En tout cas, j'essaye au maximum de... Voilà, il vient, moi j'y vais, puis j'essaie en tout cas de passer du temps avec lui, quoi. Au maximum. Avant, on prenait tout ce qu'il y avait, quoi. Moi, je rigolais de ça avec mon manager. Je lui disais, l'autre jour, tu te rappelles, on nous disait, mais est-ce que tu veux jouer dans un club à 300 bornes en bagnole pour un cachet petit et pas du tout... C'est pas pour ça qu'on le faisait, parce que tant qu'il y avait de la demande, tant que t'étais... On le faisait, quoi. Et c'est pas qu'on est blasé, c'est qu'à un moment donné, tu cherches autre chose, parce que d'abord, voilà, tu peux le faire, mais tu cherches autre chose. Moi, c'est autre chose qui m'inspire maintenant. Le calme m'inspire. Je suis plus inspiré par le calme et aller chercher en moi des choses et vraiment infuser un peu sur les thématiques, regarder le monde et tout, que, ok, qu'est-ce qu'on fait? On va où? Allez, next, demain, le train, l'avion, la voiture, le show, et puis c'est épuisant. Dans la créativité, c'est quand même difficile. Moi, j'ai appris ces dernières années à, tu vois, écrire un peu, poser mes réflexions, faire des choses. J'envoie une newsletter le dimanche matin, etc. J'aime bien ces 2 heures que je me donne un peu à moi pour écrire. Mais quand tu cours tout le temps, en fait, toi qui parles, tu dis je suis un artiste, j'aime la création. En fait, quand est-ce que tu te poses pour écrire? Comment tu fais ça? En fait, je me pose assez rarement pour écrire, dans le sens où je ne suis absolument pas dans l'écriture, on va dire, scolaire ou organisée de manière pas académique, mais c'est-à-dire que moi, c'est de l'impulse, c'est des choses qui me viennent. Tu vois un truc, tu prends une note sur ton smartphone. J'ai dans mes notes, plein de choses, tu vois. Si je vais dans mes notes, par exemple, aujourd'hui, je vais dans mes notes, voilà, les bulles. Faire des bulles, c'est les bulles. Ouais. C'est génial parce que ça emmerde les gens, mais ils peuvent rien dire. C'est-à-dire, ils peuvent pas te dire arrêtez de faire des bulles parce qu'ils auraient l'air ridicules. Et c'est un truc que j'ai entendu. Il y a quelqu'un qui parlait de ça. Je dis mais c'est génial. Ah oui, mais c'est vrai ça. Faire des bulles. Personne peut te dire dans la rue faites pas des bulles, monsieur. Mais en même temps, ça énerve un peu. Ouais. Pourquoi il fait des bulles? Et donc je sais pas où ça ira. Et j'ai plein de notes. Et alors, comme l'ascenseur là, ici. Là. L'ascenseur pour me rendre ici, il y a un panneau dessus. C'est ici chez vous qui dit cet ascenseur ne dessert ni le premier ni le deuxième étage. Mais pourquoi? Qui a inventé ça? C'est un ascenseur parisien. Voilà. Ok, donc tu prends ces notes. Attends, je vais faire une parenthèse parce que je viens de me rappeler d'un truc. Il faut que j'envoie un message. Là tout de suite, tu vas envoyer le message. Vas-y, envoie le message. Parce que si je l'envoie pas,
c'est par rapport à mon train pour aller en tournée. Ok. Et si j'envoie pas le message tout de suite, ben, je vais rater mon train. Ok, bah Alors. ah oui, c'est par rapport à... Et j'allais dire peut-être ton moto-taxi ou peut-être un... Voilà, c'est ce que je suis en train de moto-taxi. gérer. Eh ben, très bien, on va attendre le moto-taxi. Euh, et tu le connais ou c'est un moto-taxi Ouais, je le connais, ouais. 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 Et ils alternent, c'est l'un ou l'autre, mais c'est des mecs fiables. Ah ouais, Ils te font flipper un peu de temps en temps. Putain, qu'est-ce qu'ils vont vite sur les aéroports, my God. Non, tu sais ce qui me fait flipper, c'est le moment où parfois il passe sur cette file entre les voitures quand elles sont à l'arrêt. Alors il y a une forme de satisfaction parce que tu dis waouh, je suis en train de doubler tout le monde. Et en même temps, il y a pas un fantasme, mais un truc, tu dis, mais si quelqu'un ouvre la porte, alors que non, sur l'autoroute, personne ne ouvre la porte. Déboîter quand même. Voilà, alors Sans je regarde les clignotant. roues. Ouais. Je fais confiance, mais j'ai quand même, je regarde les roues. Hein, tu vois, c'est comme si j'étais en train de conduire, quoi. Donc, tu prends le mototaxi ? Ouais, puis moi j'ai arrêté il y a 1 an à peu près, mais j'ai fait beaucoup de motos et de scooters. Donc j'ai un et en effet, alors après ils ont tous les détails un peu cons, mais c'est plus du xénon, mais des phares un peu qui flashent et tout ça. Donc en fait les gens te voient, ils savent bien faire ça. Mais c'est vrai que c'est quand t'as pas l'habitude, c'est vertigineux. Et moi je déteste être derrière en fait. J'aime bien être en maîtrise, tu vois. Je comprends. Quand ça va vite là. Mais sur les mototaxis, il y a un tel confort. Tu poses tes bras là comme ça. Souvent ils te mettent de la musique. C'est vrai. Moi, c'est un moment aussi de méditation et quand il fait beau, c'est génial. Quand tu es en moto, tu es assis, tu te prends l'air comme ça, je laisse le casque ouvert, je mets les gants parce c'est obligatoire maintenant les gants. J'ai des protections. Voilà, et puis j'aime bien ce moment. J'aime bien ces trajets parce que c'est méditatif, c'est cool, j'aime bien. Et j'aime marcher aussi, je marche énormément. Tu vois pourquoi ce podcast peut durer 3 heures. Tu comprends ? Parce que tu as dit que la moto était méditative. Et tout de suite, on a en ligne un motoméditateur. Non, mais et puis je marche beaucoup. Je voudrais revenir sur cette, justement, créativité ou ces choses. Tu as écrit ça. Une fois que c'est écrit, tu reviens sur ta note une fois de temps en temps. Tu te dis, tiens, alors moi, là, je fais partie des humoristes qui rôdent leur matériel. C'est un anglicisme que j'aime bien, le matos, en club. Comme Seinfeld, que tu connais bien, je crois. Ouais, qui a un copain, qui a un frère, qui a un maître surtout. Il vient à Paris de temps en temps, pas ? Oui, il vient. Je l'ai même fait jouer à Paris en anglais. Fais venir ici, je t'en supplie. Quoi. Il faudra que tu viennes au club. Ouais, grave. Moi, je suis un auteur de club du terrain. C'est-à-dire que je vais... Il y en a peu dans ma génération. C'est plutôt la nouvelle génération qui fait ça. Moi, quand j'ai une idée, je vais le soir au Paname ou au Fridge, qui sont les 2 comédie clubs, on va dire, où il se passe le plus de choses à Paris. Ils t'appartiennent pas, hein, qui sont... Non, rien à voir. Non. Tu débarques comme tous les autres, tu fais la queue et tout ? Je fais pas la queue. Ah, c'est bien. Je viens, je fais ce que les Américains appellent un drop-in. C'est-à-dire que tu viens et comme tu es connu, eh ben, on te fait la faveur de te faire passer dès que tu arrives comme tu veux. J'essaye de pas non plus dégager trop de monde avec la durée. Non, t'es pas annoncé. J'essaye de pas faire trop long parce que c'est pas cool, parce qu'il y a des jeunes qui viennent roder leur sketch et que si tu fais trop long, bah, ça rentre plus dans le show et puis il y en a qui sautent. Tu vois, on a encore un peu d'humanité en France. Aux États-Unis, ils n'en ont rien à foutre. Ouais. Quand il y a un mec connu qui déboule dans un comedy club... Tous les autres... Alors là, il peut faire 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Les Américains, ils se disent, si on a Chris Rock ou Jerry Seinfeld ou Louis C.K. ou Ricky Gervais qui vient et en surprise faire 30 minutes ou 40 minutes, ben on les bump comme ils disent, mais ils les payent. Moi, j'ai déjà été bumpé dans des comédie clubs. Moi, il m'est arrivé en comédie club à New York d'attendre mon tour et on me fait tu y vas pas. Ok. Et là, je vois Chris Rock qui va sur scène. Il fait 30, 40 minutes, mais on me paye. On me donne mon cachet, on me donne mes 100 ou 120 $. Et donc, alors moi, à Paris, je suis dans le cas de Chris Rock à New York, tant mieux. Mais en même temps, j'ai beaucoup de respect pour les jeunes qui sont là. Je veux pas leur crier leur place ou quoi. J'échange avec eux. On parle parfois des sets qu'on fait les uns les autres. Moi, j'adore cette ambiance. Mais tu rentres et tu repars quand même, ou tu restes un peu? Je reste. Ah ouais. Tu les regardes Ouais, ou pas, ou on débrief. Il y a beaucoup d'humoristes de la nouvelle génération avec qui je travaille, qui viennent faire mes premières parties, avec qui on parle des vannes, avec qui on partage des choses. Donc, Et tu fais des beats du coup? Ben, je fais des bides, on va dire que ça peut pas être des bides, c'est des bides, c'est des bidons. C'est des bidounets, ouais. Des bidounets. Ouais, parce que, en fait,
la surprise de me voir c'est un crédit, c'est cool. La joie, l'excitation de tout le monde. Ah, il est là, c'est génial et tout. J'en joue un peu. Mais juste après, ils attendent les blagues. Donc là, je fais des blagues et je fais toujours des blagues un peu sûres au tout début. Ensuite, j'introduis les nouvelles blagues et je vois ce qui marche et ce qui marche pas. Et celles qui ne prennent pas vie du tout, et on le sent, on a l'expérience maintenant, qui ne demandent pas à être approfondies ou craftées, arrangées, tout ça, je les abandonne. Et celles qui, quand ça mord un peu, alors là, je la peaufine un peu. Et le show d'après, je retourne sur scène. Et puis, c'est ce que font. Ok. Cela dit, je fais ça, mais tous les jeunes humoristes qui sont sur les scènes de stand-up françaises font ça. Hein. Je fais rien d'extraordinaire. Et moi, c'est cette école-là que j'aime. Je ne crois pas à l'école des humoristes de ma génération, même ou de celle d'avant, qui est de se mettre à table et écrire un texte, un sketch, du premier mot au dernier mot, et aller sur scène et dire ce sketch. J'ai pas ce talent-là. Il y en a qui arrivent à le faire. Moi, je peux pas. Ça, il y a des gens qui savent le faire. C'est rarement très efficace parce que ça n'a pas été éprouvé avant. C'est plus du monologue, c'est plus du seul en scène, un peu marrant. Mais si tu veux casser tout en club, et si tu veux être un comique qui casse, qui tue vraiment et qui déclenche des gros rires, il faut éprouver les choses. Donc, et tu prends aujourd'hui, cette sur la scène du stand-up français, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui sont radicaux, quoi, qui te cassent une salle en deux. Et chez les humoristes de ma génération, on a été dans quelque chose de beaucoup plus charmant que radical et efficace. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que Coluche et Le Luron n'étaient pas radicaux, d'ailleurs, dans une certaine mesure? Alors, moi, je n'ai pas assisté en live, bien sûr, mais ce que j'ai pu voir, en tout cas... Alors, sur Le Luron, c'est autre chose. J'avais une grande admiration pour Le Luron parce qu'il y avait un tel charme, une élégance, que ce n'était pas uniquement le rythme comique. Il y avait le talent d'imitateur, il y avait lui, il y avait sa personne, il y avait tout ça. Et Coluche, je crois qu'il y a une forme d'efficacité sur les punchlines, toutes les je ne sais pas combien de secondes. En effet, bien sûr. Mais Coluche aussi, je crois savoir par les gens qui l'ont connu, qu'il était dans le test permanent. Si les comédie clubs n'existaient pas, en effet, à l'époque, je crois savoir par des gens qui ont déjà parlé de lui, des acteurs, des chanteurs qui l'ont côtoyé, j'ai cru comprendre que dans des dîners même privés ou dans des tournées et tout, il échangeait avec des copains et ça fusait et ça lui permettait de rôder ses blagues. Et moi, je ne crois qu'à ça. Moi, je ne crois pas à un humoriste qui peut imaginer quelque chose de drôle, l'écrire à sa table seul et le livrer devant 500 ou 600 ou 2000 personnes. C'est d'une prétention folle. Moi, je pense qu'il faut éprouver les choses, les essayer, se prendre des bides, peaufiner, pour être solide, pour après balancer sa vanne, même si on est malade, même s'il y a une réverb de fou dans la salle, même si on joue dans une piscine, même si on joue dans un aquarium. Et si t'es drôle, t'es drôle. Mais avant ça, il faut rôder. J'essaie de réfléchir de te donner un contrepoint, mais peut-être dans les vieux, tu vois, que je pourrais percevoir comme ça, mais peut-être que je me trompe, ce serait un Desproges, qui serait plutôt une plume d'un mec, tu vois... Tac, tu vois. Mais je pense pas, parce que Desproges, pour moi, c'est un génie. Desproges, c'est du génie, mais pour moi, c'est l'écriture et c'est presque la beauté de son écriture qui est... C'est ce que je veux dire. Oui. T'es moins dans l'organique, dans de l'instinctif. Et puis je pense pas, moi j'ai pas connu Desproges, mais je ne pense pas, j'ai une grande admiration pour Desproges, parce que c'est plus, il partageait un esprit en tout cas, et une plume, comme tu dis, même très écrit, et ça jouait même, le comique jouait même sur le fait que ce soit très écrit, avec des surprises en fin de phrase, des absurdités, donc je crois en effet que oui, Desproges fait partie de ces auteurs qui écrivaient à leur table, et qui écrivaient, c'était des vrais auteurs, des écrivains presque, hein, et des poètes aussi, parce qu'il y a des choses poétiques chez Desproges, il y a des choses absurdes, et donc qui les livraient comme ça, et il y a une forme de panache. Après, je ne l'ai pas connu, je ne peux pas savoir, mais je ne pense pas que Desproges changeait d'un soir à l'autre ses textes et adaptait et allait dans les cabarets. Non, c'est ça. Mais c'est ce qui faisait son génie, c'est son écriture. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me parle, d'ailleurs, on a eu ça beaucoup de la tradition américaine en France, c'est le travail dans les clubs. Aujourd'hui, il faut savoir qu'au moment où on se parle, il y a des jeunes humoristes français de la scène du stand-up, de la nouvelle génération, qui font par soir 3-4 comédie clubs avec 2 passages par club. Ils jouent 8 fois.
Et moi, j'ai un grand respect pour ça. Ouais, mais on en a, hein, tu sais, que mes jeunes collaborateurs, plutôt des collaboratrices d'ailleurs, Elsa, Olivia, etc., qui font du stand-up. Hein. Je trouve ça extraordinaire. Mais moi, en fait, là où ça m'impressionne, c'est moi, je suis un planqué derrière mes micros. Alors là, c'est pas de la fausse humilité, c'est que c'est facile, tu vois. Là, tu me mets. Je peux être devant plein de monde sur un truc que je maîtrise complètement. Ça, Oui, tu peux okay, faire un talk, un genre. Ouais, mais alors me mettre sur un truc où je suis solo et devoir faire rire les gens, my God, mais quel enfer. C'est tellement. Comment dire, la sanction presque. Il y a la sanction, il y a elle est trop dure. Mais toi... Elle est trop dure. La sanction de quelqu'un qui sort une vanne dans un club, quand elle marche pas, c'est trop dur pour faire ça à moitié. C'est trop dur pour faire ça. Donc, alors aujourd'hui, il y a des humoristes qui essayent de maquiller ça, ce manque d'efficacité avec des concepts. Alors, ils vont jouer dans des lieux originaux, avec des looks originaux, ou alors ils vont essayer d'accompagner ça de marketing, ou ça. Mais on sait que c'est du maquillage, parce qu'il n'y a rien de plus vrai, de plus simple, de plus radical, de plus impitoyable qu'un homme ou une femme avec un micro et ses blagues devant le public. Sans décor, sans musique, sans stylisme, sans rien. Est-ce que ça rit dans la salle ? Et puis le stand-up, c'est radical, dans le sens où moi, j'ai un grand respect pour les gens qui sont drôles, point barre. Je m'en fous de savoir si c'est pas mon style, lui, je sais pas. Moi, si tu fais rire les gens, ça me bouleverse. Je te comprends. T'es de ma famille, je connais cet état dans lequel t'es. Tu peux rire avec des vannes politiques, des vannes de cul ou des vannes absurdes, ou faire du stand-up pur, ce qu'on appelle des one-liners, c'est une phrase, une vanne. Fais ce que tu veux, ou des personnages. Est-ce que t'es drôle, quoi ? C'est tout. Souvent, le débat se déplace parce qu'on veut fuir le résultat. Mais tu as réussi, tu disais, alors il y a deux choses dans ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a en fait Gad Elmaleh, donc le monolithe. Gad Elmonite. Gad Elmonite. Non, mais le fait que tu sois... donc tu as l'effet de surprise, tu débarques là-dedans, donc il y a un truc où voilà. Tu vas arriver avec tes techniques, tes blagues, tes choses sûres, on va dire, c'est un peu ce que tu disais. Ouais. Et derrière, tu vas rentrer là-dedans. Donc toi, aujourd'hui, tu arrives... relativement beat-proof, quoi. Hein. Tu vois, tu es beat-proof. Non, je suis pas beat-proof. Non, ah, c'est super de dire ça. Non, mais tu te dis marrant. pas... Il y a Redouane Bougueraba que j'aime beaucoup. Oh my God, mais j'en peux plus de Redouane. Il faut que tu l'invites. Ah, mais on va en parler, mais... C'est celui qui vend le plus de billets aujourd'hui en France. Mon Dieu. Et il est radicalement drôle, lui. Redouane Bougueraba, quand il monte sur scène, il est... je te disais, qu'ils sont les gens en France qui... je sais pas comment dire ça, qui cassent une salle, quoi, chez les femmes, chez les hommes. Qui sont les gens qui... Je parle pas des gens... Mais il a pas de spectacle, Redouane. Il a un show. C'est ce que les gens ne savent pas. Alors oui, il charrie le premier rang. Oui, il fait de l'improvisation. Ce qu'il met en avant sur les réseaux sociaux, c'est ça. Mais il a un show avec une histoire, avec des situations, avec des gags écrits. Moi, j'étais le voir à Nikaya. Il y avait 7000 personnes. C'est là où tu es monté sur scène. Ouais, je t'ai vu. C'était extra. Je suis monté sur scène avec lui. Mais pourquoi je parlais de ça ? Parce que Beatproof, qui est Beatproof ? Personne. Ah oui, non, je parlais de Redouane Bougueraba parce que lui, il a dit on a une application chez les humoristes qui s'appelle Alerte Beat. Dès qu'il y en a un qui fait un beat dans une ville ou dans un club, on l'a. Avec des charriades, parce que le milieu du stand-up, il est à la fois. Il est aussi, il est impitoyable. Mais parce que vous êtes toujours filmé par quelqu'un en plus, non ? Il est cruel, tu vois. Il est cruel parce que comme c'est un milieu qui finalement implique du rendement permanent, le rendement du rire, le rendement de l'efficacité, dès que quelqu'un est un peu pas drôle, alors soit c'est fait avec amour et avec chariade et avec autodérision, comme les gens que je cite, comme Redouane, soit c'est fait avec méchanceté parce que c'est un milieu qui est très compétitif. C'est un milieu qui est il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de... Moi, je le vois dans la nouvelle génération de stand-up, il y a même un game, comme il y a eu pour le rap. À un moment donné, dans le rap, et ça existe encore, il y a un game, avec une forme aussi de concurrence qui peut aller même vers des trucs un peu violents, des menaces, des trucs. C'est pas comme ça dans le stand-up. Mais dans les comédie clubs français aujourd'hui, ça commence un peu. Genre, ouais, il va jouer là-bas, lui, il joue pas là. Mais parce qu'ils en oublient finalement. C'est quoi ? Encore une fois, ils se détachent, ils se dévient de la fonction première et de notre mission première. Est-ce que tu as fait rire ou pas ? Et je voudrais raconter cette anecdote qui m'a toujours bouleversé. Dans le comédie club mythique Comedy Cellar à New York,
on raconte que le fondateur se mettait le dos au mur de la salle de spectacle, sans voir le spectacle à l'extérieur. Il était à la caisse. Et quand son dos vibrait, et quand le mur vibrait, et qu'il ressentait ces vibrations par les rires du public, il disait au manager, au booker des artistes, lui, tu me le remets demain. Il ne savait même pas ce qu'il racontait. Mais je disais, il est en train de tout péter à l'intérieur de ma salle. Et il faut qu'on revienne à ça. Il faut qu'on revienne à l'efficacité comique. Qui est-ce qui est profondément drôle? Qui est-ce qui casse une salle en deux aujourd'hui dans la nouvelle ou dans l'ancienne génération? Et pas partir dans ça, oui, en fait, non, c'est pas trop ma cam, mais je comprends pas bien. En fait, si tu veux, moi, je fais plus ça que ça. Et est-ce que je vais mettre un décor et puis je vais porter un chapeau avec un truc rouge? Non, non, non. Est-ce que tu es efficace ou pas? Et aujourd'hui, il y a des mecs et il y a des femmes qui sont radicalement efficaces dans le stand-up français. Et moi, c'est eux que je vois, c'est eux que je regarde, quoi. Alors la sentence là-dessus, elle se fait finalement maintenant. En t'écoutant, je me disais pour être un algorithme ou un truc, tu sais, un applaudimètre ou un truc comme ça c'est années 80 ou 90, mais finalement aujourd'hui c'est TikTok. En fait, c'est si t'as... Ouais, bien que tu mesures pas dans les salles avec TikTok, c'est-à-dire tu peux avoir un nombre de vues sur des vidéos. Et c'est ce que fait Redouane un peu. C'est-à-dire qu'il mesure les salles avec TikTok. Ouais, mais si il filme tout, si j'ai bien compris. Ouais, il filme tout. Ouais. Et s'il fait des millions de vues sur un truc, à la limite, ça peut être un peu tu vois, même toi, ton test. Oui, c'est-à-dire que si tu mettais c'est un beat, tu l'enlèves. Ouais, c'est ça. Et tu l'enlèves et ce qui marche, tu tires dessus. Mais il devrait y avoir ouais, on pourrait mesurer le nombre de rires et l'intensité des rires dans un club de stand-up, par exemple, et on serait surpris. Parce qu'on amènerait parfois même des stars du rire et qui auraient du mal à faire monter ce truc. Parce que finalement, le stand-up dans les clubs, à Paris ou ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de clubs qui s'ouvrent en France, c'est presque pas un autre métier, mais c'est autre chose que le one-man show. Dans le one-man show, on pardonne des moments plus lents, plus doux, plus ronds, d'interprétation, de silence, une lumière qui vient, un gag. Dans le stand-up, on pardonne pas. Quand ça rit pas, ça rit pas. Alors, c'est pas facile de faire la distinction entre stand-up et one-man show. Je pense que c'est la forme déjà. Au-delà du fond, c'est la forme. C'est-à-dire que c'est un homme ou une femme avec un micro qui vient s'adresser au public et qui n'a pas forcément une mise en scène ouais, d'accord. Avec des personnages, avec tout ça, que j'aime bien. Que j'ai commencé comme ça. Mais le sport vraiment que je pratique aujourd'hui, c'est le stand-up et celui que j'aime et la compétition et le haut niveau, c'est ça. Toi, tu fais du stand-up maintenant. Tes spectacles, c'est du stand-up? Il y a de la mise en scène? Il n'y a pas beaucoup de mise en scène. Il va y avoir, si je fais une grande salle, de la scénographie, parce que c'est important. Et je fais avec Serge Postigo, qui est un acteur québécois, puisque de tout à l'heure avec... Clémence, pardon, j'ai oublié son prénom. Peux-tu pas l'oublier? Sinon, elle va se fâcher. On fait de la scénographie, on fait un petit peu de... Mais ce qui compte, les amis, c'est d'être drôle, encore une fois, quoi. Dans un club, prends ceux qui ont les plus belles mises en scène du monde, fais-les descendre au Paname ou au Fridge, mets-les devant un public. C'est un autre sport, hein. C'est un autre sport. Et aujourd'hui, on les connaît, ceux qui sont, encore une fois, qui tuent, qui déchirent une salle en deux. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Redouane en fait partie. Comment on fait? C'est la Chez question. les femmes, il y en a une. Chez les femmes, il y en a une seule. C'est en France, aujourd'hui, celle qui est radicale, qui plie une salle en deux, c'est Nawal Madani. Ok. Il y a des super humoristes en France que j'adore, que j'admire, que je vais voir. Mais si on parle de radicalité, d'efficacité comique, elle arrive en 10 minutes, pouf, elle les plie en deux, Nawal, elle a ça. C'est ce qu'elle fait. Après, les autres, c'est autre chose. On dirait qu'elles font un autre métier, quoi. Enfin, pas un autre métier, mais une autre approche du métier, quoi. C'est des comédiennes comiques. Mais dans le stand-up, de manière, voilà, efficace, voilà. Après, Redouane en fait partie chez les hommes, quoi.
En effet, c'est vrai que c'est radical de dire qu'il n'y en a qu'une seule à la fois. Dans ce genre. Dans ce genre chirurgical. Ouais, dans ce genre. Après, il y a les plus jeunes, on va dire. Il y a les plus jeunes ou celles qui ont été, qui sont très fortes. Mais dans le stand-up pur où j'ai vu les gens tomber par terre de rire, où physiquement, c'est elle, quoi. C'est elle. Et comment, à ton sens, on y arrive là-dessus? Alors, j'ai deux questions là-dedans. Comment il y a être humoriste amateur, je vais faire rire ma famille le dimanche, ou tous les jours, enfin je sais pas, ou au bureau, etc. Et quelle est la différence et comment je vais en Ligue des Champions, tu vois? Déjà, est-ce qu'on accepte le travail ou pas, quoi? Quel que soit ton degré de notoriété, on s'en fout. Parce que le stand-up, c'est pas une histoire de notoriété. Tu peux être le mec le plus connu de France ou du monde. Si t'as pas joué depuis quelques semaines, ça se voit. Et c'est comme les athlètes. Pour moi, et encore une fois, je comprends et je respecte ceux qui font leur one-man show et qui peuvent ne pas jouer pendant 6 mois et revenir sur scène et refaire un autre one-man show. Mais c'est un autre métier, c'est une autre approche. Pour moi, si tu joues pas en club ou tu fais pas des premières parties ou si tu t'exerces pas, c'est comme un athlète. T'es un peu rouillé, c'est pas vrai. Prends n'importe quel humoriste de France, il joue pas 6 mois, et dis-lui ce soir on a un plateau avec des mecs qui font du stand-up, même le plus connu, hein. Mets-le au milieu, il va pas faire rire. Donc tu fais un peu. Il va avoir le crédit de la notoriété, tout le monde va faire ouais, je l'ai reconnu. Ok, à toi maintenant. Donc je parlais de foot tout à l'heure, mais tu sais, un peu comme une saison, quoi. Tu t'échauffes un peu au début, un peu avant, tu as une pré-saison. Mais le moi, premier match n'est pas très fort. En Ligue des Champions, tu es en finale et tu es au taquet normalement. Tu décrasses aussi, parce que le lendemain d'un gros show dans un Zénith, il faut aller dans un petit club un petit peu pour continuer à manier le muscle. Et pour moi, le muscle du stand-up, de ton cerveau qui fait du stand-up, il doit être entretenu et travaillé et entraîné. Sinon, tu perds les réflexes, quoi. Tu perds les codes, et ça se voit. Ça se voit. Un comique qui descend dans un club, je dis descend pas souvent, il faut descendre, qui arrive sur scène, tu le vois dans son corps, tu le vois dans son œil, s'il est affûté. Comme un athlète. Un mec qui n'a pas joué depuis un moment, le plus grand des joueurs sur un terrain de foot, s'il n'a pas joué depuis longtemps, il n'est pas entraîné. Tu vas les 6 mois, ouais, t'es tu vois, à la rue. Tu c'est génial, il est là. Ouais, ok. T'as été rusty, toi? T'as été rouillé un peu? Ouais, ça m'est arrivé. Et c'est pour ça que je fais plus ça. Moi, maintenant, dès que j'ai un jour off, je vais au Paname. C'est vrai? Ouais, au grand désespoir de mes potes qui veulent aller au restaurant. Ça ne m'intéresse pas. J'y vais de temps en temps. Je suis pas devenu complètement associable ou associable. Après le Paname, tu peux y aller? Associable. Non, tu manges au Paname. Ok. Tu vas au Paname. Tu fais les potes. Tu fais ton date. Tu manges. Ils ont un très bon, comment on dit là, smash burger. Ok. Tu descends faire un set, comme on dit, un passage. Tu remontes. Tu fais la même chose au fridge. Maintenant, il y a un nouveau club aussi que j'aime beaucoup, c'est la Seine-Barbès. Okay. Très, très bien. Je noterai les 3, évidemment. Faudrait que tu y ailles. Je vais y aller, ouais. J'irai faire un show. Tu diras. Non, mais c'est pour ça que moi, j'ai pas envie d'être rusty, comme tu dis, rusty. J'ai pas envie d'être rouillé. J'ai envie tout le temps de m'exercer. Mais encore une fois, attention, je veux pas. Moi, je suis pas un. Comment dire, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas une vérité. C'est ce qui me convient à moi. Après, les comiques qui font pas ça, ça leur appartient. Moi, j'ai besoin de le faire parce que je me sens pas efficace quand je vais sur scène. Il y a des comiques, s'ils n'ont pas besoin de ça, et entre 2 spectacles, ils peuvent rester 7 mois à faire un film, un truc, tout ça, et repartir sur scène. Peut-être que la manière dont ils abordent le spectacle, ou alors la forme de leur spectacle, ou l'intensité plus ou moins importante de leur spectacle, va permettre en tout cas cette espèce de réadaptation. Moi, j'ai l'impression que si je fais ça, il faut que ce soit une réathlétisation, la rééducation. Pour moi, un comique qui n'a pas joué depuis longtemps, il faut qu'il fasse la rééducation. Parce qu'il est pas dedans, il n'est pas efficace, quoi. Et comment tu as cette force, tu vois, je crois que tu as divorcé, j'imagine, c'était marqué dans la presse, ou tu as eu des... C'est pareil, j'ai jamais été marié. Mais tu as eu des crasses dans la vie, tu as eu des merdes, tu as perdu des proches, tu as eu des choses. Comment est-ce qu'un jour tu te dis, putain, allez, journée de merde, je vais au Paname ce soir? En fait,
Non, mais ce qui est compliqué, c'est que tu vois que ça nous arrive à tous, que tu sois comptable, avocat ou croque-mort. Croque-mort. Putain, j'ai vraiment une journée de merde. Je vais aller au travail, ça fait plaisir. Non, mais tous les employés des pompes funèbres qui nous écoutent. Mais comment on... Parce que c'est tu vois, ta mission, tu me l'as dit tout à l'heure, Alors c'est moi, faire rire les gens. Quand t'es au bout de la roulette, waouh. Au bout de la roulette. Ouais, au bout de la roulette. Au bout de la roulette russe. Ouais, tout proche, tout près. Quand t'es au bout de la roulette russe, c'est que t'as eu de la chance. Gagné. Tu sais, je crois qu'avec le stand-up, cette forme-là d'adresse directe au public, où tu racontes des choses très perso, elles sont très souvent autobiographiques, c'est sur le mood, l'énergie du moment, au-delà des vannes que tu as un peu craftées, des espèces de punchline, chute, appelle-le comme tu veux, que tu as bien travaillé. Au-delà de ça, il y a un état. Moi, il m'arrive souvent d'aller au Paname ou au Fridge et de parler de ce que j'ai vécu. Tu vois, l'autre jour, il y avait une humoriste qui s'appelle Nash, qui est tombée en trottinette. Elle est descendue au Paname, elle a raconté. Elle a trouvé ça tellement absurde qu'un mec vienne analyser sa chute en trottinette sans l'aider. Elle a parlé un peu des Parisiens en même temps et de sa blessure et des trottinettes et tout ça. Elle a fait ce qu'on appelle un beat, quoi. Boum, elle a fait un beat de ça, pas un bide, hein, mais un beat, quoi. Ouais. Vraiment une petite histoire, un petit truc. Et en fait, quand tu fais du stand-up pur et que tu vas dans les clubs, tu t'aperçois que tu peux parler finalement et être le prolongement du mood dans lequel tu es. Et moi, il m'est arrivé d'aller dans les clubs de manière... D'abord, quand tu vas dans les clubs, tu le choisis. C'est pas des dates qui sont prévues à l'avance avec une tournée comme un show. C'est plus difficile de jouer dans une grande salle prévue depuis 3 mois ou 4 mois, annoncée. Il y a quelque chose de plus... on t'est attendu que d'aller dans un club. Alors, ce qui est plus difficile dans le club, c'est une fois que tu es sur scène, d'avoir les rires et tout, de travailler ton matériel. Mais je dois dire que tu peux mettre l'humeur dont tu parles, la chose qui te tracasse, le deuil que tu vis, la rupture. Moi, je pense souvent que même les événements censés être joyeux ou intenses, ils te perturbent aussi. Parce que c'est pas que les tristesses qui te perturbent. Moi, le jour de la naissance de mes fils, j'étais sur scène, parce que j'ai toujours été sur scène, moi. Anniversaire, deuil, naissance, circoncision, mariage de mes potes, j'ai toujours été sur scène. Et en fait, j'ai ce souvenir de la naissance de mes enfants, qui est un souvenir quand même où j'étais dans une euphorie, qui n'a pas été forcément bénéfique pour mon show. Où je volais sur scène, quand j'étais en train de penser à... Et aussi des histoires plus tristes, où quand mon manager est mort dans un accident de la route, ben, j'avais pas de force, quoi. Puisque c'était l'homme qui était là tous les jours pour me soutenir, m'épauler, m'accompagner. Et ce jour-là, à l'Olympia, il n'est pas là parce qu'il n'est pas là, il n'est plus là, il est parti, il nous a quittés. Ça a été pour moi très, très compliqué. Et ces deux événements, enfin, par exemple, naissance ou décès, t'en parles pendant le show ? Ou tu fais abstraction et Parfois, j'en parle. Si je suis dans un club et que je fais un truc un peu déstructuré, j'en parle tout le temps. De toute façon, je parle tout le temps de ce qui se passe. Tu vois, si je jouais ce soir en club, j'aurais parlé de ce qu'on a fait aujourd'hui, quoi. J'aurais parlé de... C'est quoi le podcast ? Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde parle de podcast. Les gens écoutent. Qui sont les gens qui écoutent les podcasts ? Ils sont où, tous ces gens ? Où sont ces millions de personnes ? Quand ils n'existent pas ? C'est un fake. Et c'est un fake. Qu'est-ce qui se passe ? Qui peut m'écouter dire que je médite en mototaxi, quoi. Qui peut écouter ça ? Dans le métro, oui, non, c'est très bien. Il a vraiment une très bonne... Non, mais donc, il y a ce truc. Mais je reviens encore à ça, parce que je ne pensais pas qu'on allait parler autant du stand-up, mais ça me... Enfin, si tu veux bien parler de ça, grave, parce que c'est un vrai virage qu'on est en train de vivre dans l'humour français. C'est que le stand-up, au-delà d'être un truc un peu branché, trendy, il est un besoin des humoristes de s'exprimer et c'est un besoin du public d'aller consommer, entre guillemets, du comique de manière détendue, cool, détachée, sans le cérémonial, d'aller au théâtre et tout, de boire un coup, de descendre dans un club, de voir 7-8 humoristes et d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus accessible finalement. Pour 15 balles aujourd'hui, tu vois 7 humoristes et tu bois un verre. Donc c'est génial comme... Parfois, tu vas voir des pièces de théâtre, t'as pas la garantie que... Tu vois que... Ouais. Et le stand-up, c'est vrai que je me rendais pas compte à quel point... Mais j'aime ce phénomène, et en effet, je le vois sur les réseaux sociaux, mais c'est alors, Montreux ou Casa... Enfin, le Marrakech du Rire, ouais. C'est pas du stand-up ? Ah, quand même. Oui, quand même, il y a beaucoup d'artistes de stand-up.
Le dernier Montreux en date, Paul Mirabel a animé les galas. Lui, il fait partie de la nouvelle génération qui a vraiment explosé. Oui, c'est du stand-up. Au Marrakech du Rire, il y a souvent eu des humoristes de stand-up. Ils sont tous passés par là. La nouvelle génération, moi, je les ai souvent avec moi sur les routes en première partie. Mais eux, c'est des gens, encore une fois, qui tuent, quoi. Oui, alors, Moi, je prends en première partie que des gens, soit qui sont en train de travailler, ils ont besoin, soit dont je suis sûr de l'efficacité. Mais ce qui est fou là-dedans, quand tu dis qui tue, quand tu dis radicalité, etc., Ouais. ce que je trouve assez fou, c'est qu'il y a, tu vois, on revient sur le Michel Leb des années 80, raciste, tout ce que tu veux, on revient vachement là-dessus. T'écoutes Red One, c'est super raciste son truc. Mais c'est rigolo, oui, mais c'est en rire. En fait, je crois qu'on t'a accusé aussi d'être raciste sur les Chinois avec, ou les Asiatiques avec Kev Adams. Où est-ce qu'on en est là-dessus parce que... Tu vois, c'est bien que tu me donnes l'occasion de reparler de ça parce que j'y pensais tout seul sur ma trottinette il n'y a pas longtemps. En méditant. Ouais, non, je te promets, c'est vrai parce que je repensais à ça et je me disais finalement, souvent, pas tout le temps, hein, parce que parfois il y a des polémiques qui sont justifiées, souvent, la polémique, c'est aussi, le principe d'une polémique, c'est que certaines personnes, pour nourrir la polémique ou pour qu'elle tienne debout, font semblant de ne pas avoir compris réellement ce que tu as dit. Et sur les Chinois, très précisément, avec du recul, c'est chaud parce que moi, dans le sketch avec Kev Adams, je disais, tu vas quand même, dans le sketch, tu vas quand même pas me faire à l'accent chinois comme tous les sketchs qui se font sur les Chinois. Tu es en train de flinguer 20 ans de carrière. Donc, je me moquais des gens qui font des sketchs sur les accents. Et moi, j'ai jamais trouvé ce sketch raciste. J'ai jamais trouvé que faire un accent, c'était raciste. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi, à ce moment-là, les gens ne se sont pas offusqués sur moi, Abdelrazak, je fais l'accent marocain, les Marocains, alors on a fait plusieurs fois finalement le Feuge qui fait la bar mitzvah à son fils, la vérité si je mens, le Québécois, bon. Mais en fait, quand c'est arrivé, moi j'ai été rencontrer des gens, parce que moi j'avais à cœur de ne pas blesser une communauté. Hein. Moi je suis un immigré en France, je connais trop bien ces problématiques. T'es pas français ? Non, pas encore. Ah. Et t'es canadien aussi, en revanche. Ouais, passeport canadien et passeport marocain. Et donc, je me suis aperçu que la polémique était nourrie beaucoup plus par des pamphlétistes de la pensée unique que la communauté asiatique elle-même. Parce que moi, tu sais qu'au lendemain de ce truc-là, j'ai rencontré les associations des jeunes étudiants chinois, j'ai rencontré l'amicale des Asiatiques, de tout le monde. J'ai dit, c'est quoi le problème ? Et en fait, on a pu parler, on a pu dialoguer. Mais le but d'une polémique, c'est qu'il n'y ait pas de dialogue. Si tu veux faire un bad buzz à quelqu'un, il ne faut pas qu'il y ait de dialogue. Non, c'est sûr. Ce que veut dire des Anthony Chélan, que je connais, je ne sais pas si tu le connais, Click, je ne connais pas, non. Paul Lay de La Belle Vie des gens. Enfin, c'est que souvent, on va te dire que bon, les Asiates, les Chinois ont été un peu plus. À un moment, il fallait plus faire de blagues sur les Africains parce que. Je pense. Après, il y a une nuance à apporter parce que finalement aussi, je crois que il n'a pas complètement tort. Mais il ne faut pas se tromper de cible sur ceux qui sont racistes ou pas racistes. C'est qu'ils n'ont pas complètement tort de dire que finalement, et moi je suis prêt à débattre de ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas complètement tort dans le sens où la communauté asiatique, à un moment donné, c'est comme si c'était moins grave à un moment donné. Tu vois ? Une vanne, un truc... Mais comme tu l'as dit, les Fudge ou les Arabes... Après, on va dire que ça correspond aussi à un historique, ça correspond à comment elle a été représentée en France, et ça ne veut pas dire que ça pardonne. Une vanne raciste, c'est une vanne raciste. Les Blonds. Mais les Blancs, ils auraient pu se rebeller. Les Roux, il y a eu des vannes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas se tromper de cible, il ne faut pas... À un moment donné, c'est trop facile. Parce que aussi, il y a un autre truc, il y avait même... Il y a plein de gens, à un moment donné, il y a une influenceuse qui a fait des articles dans les Inrocks, dans les trucs... La pensée unique, le problème, c'est que la bien-pensance, tu vas te mettre avec toi tellement de gens, ouais, on est contre le racisme. Mais qui n'est pas contre le racisme ? De quoi tu me parles ? Mais à un moment donné, il faut un peu de nuance. Et dans ce sketch, je me souviens, avec Eve, putain, on disait, mais on se moquait même des gens qui faisaient l'accent. Mais l'art de la polémique, encore une fois, c'est de faire semblant qu'on n'a pas compris pour pouvoir mieux accuser la personne. Mais ça ne me dérange pas beaucoup parce que moi, j'étais net dans mon cœur, dans ma tête.
Je sais exactement ce que je faisais à ce moment-là. Et j'ai dit, ah, ok, d'accord. Ah, d'accord. Ah, ok, je vois ce que vous êtes en train de faire. Mais bon. Mais paradoxalement, ce qui est drôle, c'est que ça revient et que en fait, c'est aussi tu vois, Redouane, il se moque des femmes voilées, mais genre big time. Il se Tellement. moque des Mais- Marocains, il se moque des Turcs, il te Des défonce juifs, parce que des Juifs. des Arabes, Ouais. des musulmans. Et Mais parce que Redouane, il a une chose qu'on aurait dû détecter quand il y a eu ce truc des Chinois ou d'autres choses, c'est que Redouane, il a du cœur, en fait. Et Redouane Bougueraba, c'est un mec qui a du cœur. Et il a de l'amour et du cœur. Quand il démonte quelqu'un au premier rang, il démonte pas avec méchanceté. Il utilise finalement les particularités de quelqu'un avec un énorme clin d'œil finalement à la salle et à la personne pour dire « Oh, femme voilée. on est d'accord qu'on est là pour déconner. » Avec ton sac dans un truc Bataclan, tu vois. Et tu dis, wow, Je l'ai ah pas- ouais. j'ai Non, pas mais vu, il balance des trucs comme ça et tu dis, ah ouais. mais mais ouais. Mais parce que ce qu'il trimballe au fond de lui, finalement, les gens, ils sont pas inquiets. Mais c'est, Ils sont pas inquiets. Ils savent que c'est un bon gars. Ils savent que c'est un mec qui donne de l'amour. Ils savent que c'est un mec qui a un cœur net. Il y a des comiques bobos qui sont pour moi bien plus douteux que Redouane Bougueraba qui fait des vannes trash au premier rang. il m'est arrivé. Tu vois, Il m'est La arrivé. bien-pensance Ouais. et la pensée unique, pour moi, elle a beaucoup. Enfin, je m'en méfie beaucoup plus que Redouane qui va dire à quelqu'un, même sur son physique, parce que finalement, c'est pas une moquerie, c'est finalement un partage. Et puis, il est assez intelligent, finalement, pour voir et sentir s'il va trop loin ou pas. Et d'ailleurs, la personne en question, souvent n'est pas offusquée, c'est les autres qui sont offusqués. Bah, comme beaucoup Oui, de mais c'est problèmes. parce qu'il est toujours border que c'est drôle aussi. C'est ça, c'est parce qu'il offusque les gens. C'est parce qu'il va trop loin. Et bah- Tu vois. Mais c'est ce rire qui est jubilatoire. Ben oui, Moi, il m'arrive de voir Redouane dans la salle et de faire non, il a pas non. voilà. Non, il a pas dit à la dame vous êtes trop grosse, tu peux pas dire enfin moi mais c'est le fait de dire tu peux pas dire ça qui est drôle. Ta sœur avec son pantalon en cuir quand toi t'es voilé, fais attention parce que c'est quand même une pute. Tu vois, t'es là, tu dis, il Oui, a vraiment moi, dit ça. Moi je fais ça, Oh my god. moi je fais non. Oh non. mais ce qui se dégage de tout dans le show, c'est super bon enfant, c'est super connecté à quelque chose d'humain, c'est super connecté à quelque chose de enfin moi Mais sinon il faut arrêter tous Mais les spectacles. voilà, mais il y a les spectacles, il y a moi je suis pas humoriste, tout le monde le saurait, mais il y a aussi les petites vannes ou les petites gueublas que tu peux te faire, etc. Et tu vois, récemment j'en ai eu une, et je vais la sortir maintenant hors Vas-y, contexte, je vais et te c'est dire. rigolo. Non, mais j'ai enregistré récemment avec un type extraordinaire, un mec qui s'appelle Ning Lee, qui a monté Made.com et avant plusieurs business, qui est né en Chine. Il est arrivé à 16 ans en France, il parlait pas un mot de français. Son parcours est ouf. Si t'as l'occasion, écoute ce podcast, ce mec est dingue. Et il a fait des trucs. Mais vraiment, j'ai un respect de ouf. Je l'invite ici. Enfin, tu vois, je serais raciste, j'inviterais que des hommes blancs, blonds peut-être, voilà. De 50 ans. De 50 ans. Et il me raconte tout ça. À un moment, lui-même me fait une blague raciste de Chinois. Et je lui dis, Ouais, putain, bah, vous êtes parce relous, qu'il peut. vous les Chinois, les fudges, Ouais. à vous faire vos trucs que nous, on peut pas faire, etc. Et puis, il me raconte son histoire. Il me dit, tiens, tu sais, un jour, j'ai rencontré Jack Ma, le patron d'Alibaba. Et on a parlé, on s'est filé nos cartes comme ça, les deux mains comme ça. Oui, bonjour, salam alek, ça c'est pas là-bas. Bon, ok, très bien. Il me dit, et 2-3 ans après, je le revois à l'Elysée, remise de la Légion d'honneur et tout. Et le mec vient vers moi. Il me voit, il me dit salut Ning, etc. Et putain, il m'a reconnu. Et là, j'ai failli lui balancer. Oh putain, c'est pas facile parce que vous vous ressemblez tous quand même. Ah voilà. Et j'ai pas osé. Bah non. Parce que tu te dis, bon, déjà, je suis pas humoriste, mais en fait, tu vois, c'est en fait, ce que je voulais, si je l'avais balancé, alors là, tout le monde m'a dit, tout le monde m'a dit, putain, heureusement que tu l'as pas balancé. Alors là, je l'explique, je la raconte. Tu l'as déconstruit. Et je l'ai déconstruit, mais en fait, je l'aurais balancé, c'était un truc, tu vois, on parlait d'autodérision. Parce que ça t'aurait évidemment un truc qui était. Tu vois, parce que ça t'aurait dépassé ce qui se passe. Ça t'aurait dépassé parce que finalement, je comprends le fond de ta pensée, mais aujourd'hui. Mais ça me fait un peu chier de pas pouvoir. Ouais, alors. Parce que sachant que les Chinois Non, parce ils que. pensent que nous tous on se ressemble pareil et Non, le parce que- Nigérian pareil. Ouais, parce que ce que tu ne mesures pas, c'est ce que moi je n'ai pas mesuré, et ce dont je m'aperçois, c'est que ce à quoi tu dois faire attention, c'est pas ta vanne finalement. C'est comment elle est traitée, récupérée, et je dis bien récupérée. Parce que souvent,
avec même les gens concernés sur une identité, une religion, une particularité, la vanne passe. Elle passe. Chez les Juifs, il y a des vannes qui se font, mais t'oserais jamais la faire à la radio, parce que chez les Arabes, chez les Belges, whatever, les handicapés, les gens qui ont un handicap... Tu peux même te moquer des cathos maintenant. Toi. Et je me moque des cathos avec amour. Mais ce que je veux dire par là, c'est ce qu'on a vécu avec Kev pour les Chinois, c'est que n'oublions pas que ce qu'on ne mesure pas, c'est que certaines personnes, souvent petites, c'est pas des gens qui ont des grandes aspirations ou la patience de comprendre, mais ils veulent récupérer. Ils veulent faire feu de tout bois et c'est un commerce qui se passe. Waouh! C'est un levier, tu leur as servi finalement. Moi, l'influenceuse dont je parlais, qui a fait des articles dans les Arocs, les machins, tout ça, elle a basculé même en mode attention, c'est parce que je suis une femme et bientôt attention, oh, comme je suis une femme et eurasienne. Et... Non, c'est pas du tout ça, arrête. Nous, on a fait un spectacle, on s'en fout de toi. Mais finalement, elle fait semblant, ils font semblant, soi-disant de ne pas avoir compris ce que tu veux dire pour nourrir, eux, leur mécanique de bien-pensance et ils savent très bien qu'ils vont s'allier beaucoup de gens qui sont dans le raccourci et dans le jugement sur les réseaux sociaux. Enfin, je ne vais pas refaire l'histoire des réseaux sociaux. Donc, pour moi, ce n'est pas très honnête, en fait. L'alimentation, la manière dont tu alimentes une polémique, elle est rarement honnête, quoi, tu vois. Après, attention, hein. Il y a des connards qui disent des trucs racistes, il faut les arrêter, ou homophobes, ou il y a des gens qui disent des dingueries, il faut les arrêter. Mais tu peux pas faire semblant de pas avoir compris pour nourrir ton propre petit buzz que tu es en train de faire. Et soudain, ces gens-là deviennent, alors, ils défendent la cause asiatique, la cause homosexuelle, la cause... Mais le lendemain, ils ont même une autre cause, ils sont même pas là-dedans. Et les véritables communautés en question qui sont visées, tu vas les voir et disent, ben non, on n'était pas du tout offusqués, nous, de quoi tu parles ? Pourquoi tu crois que moi, la communauté chinoise, elle n'est pas dans mes spectacles tous les jours ? Tu crois que si je fais une vanne sur les Marocains, sur les transgenres ou les travestis ou les homosexuels ou les juifs, dans mes spectacles, j'ai parlé de tout le monde. Est-ce que tu peux être blond, arien et faire un spectacle... Blond arien, c'est quand tu es allemand et faire un spectacle et un show sur les fudges. Ben, moi, je pense qu'il faut simplement on sait enfin rien non mais je dis non mais tu vois le cliché, tu vois. Non mais moi je pense que tu peux mais heureusement tu peux cela dit, moi il y a une vanne que j'adore là-dessus et on en pense ce qu'on veut mais je l'adore. J'ai peur. Si tu veux faire des vannes sur les noirs, il faut être noir. Si tu veux faire des vannes sur les arabes, il faut être arabe. Si tu veux faire des vannes sur les handicapés, il faut être handicapé. Si tu veux faire des vannes sur les juifs, il faut avoir un bon avocat. Moi, je l'aime, celle-là. Allez-y, écrivez des courriers, formez des associations, faites une manif, défendez tout le monde. Non, mais à un moment donné, il faut pouvoir faire confiance avec les humoristes sur ce qu'ils ont dans le cœur et ce qu'ils veulent dire. Revenons à Redouane. Quand Redouane dit des trucs dingues et que les gens font « Non, c'est son fonds de commerce, il a tout compris. Il a du cœur, cet homme, il sait ce qu'il fait. Et lui, il veut que les gens disent « Non ». Et ça marche, et ça réussit. Après, s'il y en a, il vend 7000 billets par soir, il fait rire toute la France, c'est le plus gros vendeur de billets aujourd'hui. Alors, s'il y a quelques personnes qui commencent à dire non, ça l'affecte pas, et ça affecte pas son public. Et puis, les gens qui le charrient, ils sont dans la salle. Attention, on n'est pas en train de faire un spectacle entre intramuros avec une communauté qui se moque d'une autre communauté. Non, Redouane, quand il tacle un juif ou un musulman... il est dans la salle, quoi. Il est devant lui, quoi. Et ils sont là, ils se parlent et ils se regardent. Pour moi, c'est sain. À quel moment t'as perçu que t'étais drôle ? Ou tu t'es dit que je t'en ferais quelque chose ou... Très, 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 très jeune, j'ai compris que c'était le langage qui allait me faire aimer des gens. 5 ans, 4 ans, 6 ans, Ouais. 8 ans ? Je sais pas l'âge exact, mais j'ai compris que c'était... D'ailleurs, c'était un trésor incroyable. Aimer les gens plus que d'être aimé par les gens ? Me faire aimer des gens, plutôt. Ah, des gens, ok, ouais. J'ai compris très jeune. Il y a du montage. On va le refaire. J'ai compris. Je vais te faire plusieurs versions comme ça tu choisis. Très jeune. J'ai arrêté ma carrière il y a 2 ans parce que je n'avais pas envie de revenir encore. Si je me suis lancé dans le surf. Non, en fait, ce coming out. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai compris très jeune que je pouvais me faire aimer des gens en utilisant un langage qui était celui de l'humour, qui était celui de
de la dérision, qui était l'imitation, qui était la mise en abîme de certaines choses. Et j'ai compris ça très très jeune. Ça m'a aidé en tout cas. Ça m'a aidé même à me faire accepter. Ça m'a aidé à combattre ma timidité, pas à la vaincre totalement, mais à essayer de la supporter finalement. Et ça m'a aidé aussi avec les filles parce que j'étais très timide. Ça m'a aidé. Tu l'as pas vaincu ta timidité là? T'es encore timide? Alors, je suis pas timide, mais pour être tout à fait honnête et sans faire de la fausse timidité, fausse humilité, j'ai jamais été un. À ton petit niveau? À mon petit niveau. Non, j'ai jamais été. Tu vois, même dans ma jeunesse, même une fille me plaisait, il fallait qu'on me la présente. Après, j'aime séduire, j'aime parler, j'aime plaire. Ouais, mais aller aborder. Impossible. Mais impossible. Moi, aujourd'hui? Mais impossible. Impossible. Mais c'est pas de l'orgueil. Hein. Moi, j'ai des potes, mais ils font des trucs à l'ancienne, quoi. Ils sont capables de dire, excusez-moi, on s'est pas vu quelque part. Je dis, quoi? Tu fais ça, toi? Et en fait, après... T'es maqué, là? Unclear. Ok. Non, oui. Non, mais ce que je veux dire... ce que je veux dire, c'est que ça peut être en plus des situations ubuesques, parce que typiquement, là, aujourd'hui, Gad Elmaleh, t'es là, t'as une fille qui te plaît, elle se dit, je vais pas aller aborder Gad Elmaleh, toi, tu te dis, je vais pas aller... Mad El Galé. Vous êtes... Non, c'est pas... Je vais pas aller aborder Gad Elmaleh, toi, tu vas te dire, je vais pas l'aborder parce que machin, et puis en fait... Mais je dois dire que la notoriété, ça a pu aider parfois, dans le sens où ça casse la glace un peu, mais finalement... L'inverse, c'est vrai aussi, j'imagine. Oui, mais finalement, après, tu pars sur ce terrain-là, donc c'est un peu faussé. C'est pour ça que j'aimais bien quand j'étais aux États-Unis, que je sentais que je plaisais à quelqu'un qui me connaissait absolument pas. J'étais super fier, ça me donnait confiance en moi. Je me disais, ah, c'est cool, quoi. Je plais parce que pour ce que je suis profondément, quoi. Alors, c'était chaud, hein, parce que je me suis même mis sur une application de dating aux États-Unis à un moment donné. Ah ouais. Tu devais te faire buster par des Français quand même de temps en temps. De temps en temps. J'aimerais tellement avoir la capture d'écran de Gad Elmaleh sur Tinder. C'était l'équivalent d'un Tinder. Grindr? Non, qui s'appelle Raya. Je dis, hein, j'ai aucune... parce que je voulais... Alors après, ils vendaient ça au tout départ de Raya comme étant une app pour... personnes qui sont un peu dans l'industrie de l'entertainment, du spectacle, du cinéma, des gens qui sont un peu connus, un peu. Mais non, très vite, tu t'aperçois que c'est pas trop ça, que c'est assez ouvert. Mais il faut être parrainé et tout. Donc, je m'étais mis là-dessus, tu vois. Et puis, je parlais avec des femmes qui n'étaient pas françaises. Donc, forcément, elles me posaient des questions. Mais le problème, c'est que c'est faussé avec les réseaux sociaux. Si tu veux, même quelqu'un qui ne s'est pas quitté, elle voit que tu as 2 millions de followers sur Instagram, et ben elle se dit, ok, alors attends, fais voir, c'est qui ce mec, d'où il sort, pourquoi. Mad El Galé. Mais c'est pas mal, les 2-3 premières phrases, genre, oh, je t'aime bien, tu dis, c'est sympa, elle me connaît pas, elle m'aime bien. C'est con, mais c'est un truc d'ego qui te flatte, qui te touche, parce que tu te dis, voilà, je suis aimé pour autre chose, quoi. Bon, il y a ta méditation express qui commence dans 15 minutes. Oui, donc... il y a la moto qui va amener à la gare pour partir jouer à Annecy à l'Arcadium. Et avant tout ça, je voulais... Tu fais du montage dans la... Non. Sérieux? Non. Attends, pourquoi faire du montage? Non, en fait, tu sais, ce qui fonctionne en radio, c'est quoi? C'est le direct. En fait, tu vois, je viens de réaliser sur la discussion qu'on a eue sur le stand-up, nous, ce qu'on fait finalement, c'est du montage en live. C'est-à-dire qu'on essaye les choses et au prochain show, on va enlever ça, affiner, machin, tout ça, pour avoir un truc efficace. Mais ton souci, c'est pas d'être efficace, là. Non, moi, mon souci, c'est de... Comment tu sélectionnes les morceaux que tu vas partager? Sur les réseaux sociaux, ça, c'est plus l'équipe. Alors, de temps en temps, je prends des notes sur certains petits morceaux sympas. J'essaie de prendre les apprentissages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les apprentissages. C'est vraiment te dire, OK, tu vois, moi, j'aime bien aimer tout à l'heure quand tu me dis pratiquer. Même sur un comique, en fait, tu dis, ça va, Gad Elmaleh, il débarque n'importe où, il va faire tout le monde, tu vois. Et donc, j'aime bien ce qui est drôle. Ce qui m'intéresse chez tous mes invités, que ce soit Alain Ducasse, Gad Elmaleh ou Mad El Galé, c'est de se dire, c'est que je vois pas mal de patterns, de choses qui se reproduisent chez tout le monde en fait. Il y a quand même une notion de travail, le talent est là, mais tu vois, moi ce qui m'intéresse, c'est que tu notes tes petites idées, comment tu les reprends après, comment tu les testes en stand-up.
ça, je trouve ça intéressant, moi, de voir que tu vas dans ces trucs-là. Ça me donne envie d'y aller parce que, évidemment, tu te dis, tu vais peut-être tomber sur Mad, je vais peut-être tomber sur Florence. Jad Elmebrouz. Ouais, exactement. Non, mais c'est assez drôle de voir tout ça. Donc, d'apprendre et de voir que tout, c'est. Enfin, on a une tendance à se dire, c'est bon, il est gifted, il a un don, c'est arrivé comme ça, et puis voilà. Et donc, je vais choisir ces moments comme ça. Après, ce qui m'intéresse aussi dans ce temps long, c'est de me dire, je trouve que les médias, pendant trop longtemps, ont choisi, en fait, on a une société qui mixe, tu sais, on pré-mâche les choses pour tout le monde. Donc on va mixer des aliments pour faire des milkshakes, des purées, tout ce que tu veux. Moi, j'aime bien l'imparfait. J'aime bien les choses, tu vois, où là, je vais bafouiller, je vais dire des trucs comme ça. Et en fait, c'est OK, c'est la vie. On est comme ça. Et je peux écouter des podcasts dans lesquels il va y avoir 20 minutes qui sont pas très intéressantes. Mais une fin qui est magique. Parce que finalement, ouais, c'est la vie. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je me demande si... Ah, tu me fais penser à un truc là. Je me demande si... C'est pas tout l'intérêt du podcast. C'est-à-dire que finalement, si c'est très monté, très broadcasté, justement, tu peux avoir des gens qui s'indignent ou qui... parce que l'idée, elle est brute ou alors elle n'est pas nuancée. Tout ce qu'on s'est dit, par exemple, sur le racisme, si t'en fais juste un tout petit truc, eh ben, c'est faussé. Parce que là, finalement, nous, on est en train de se parler, on cherche aussi. On est en train de penser à voix haute, on est en train de se dire, tu vois, on est... Quand tu as toute la séquence, tu peux pas... Après, tu peux tricher et dire, voilà, regardez ce qu'il a dit, mais enfin, quand même, c'est un peu plus relou. Puis il y a la vérité quelque part. C'est ce qui est pas forcément disponible ailleurs. Tu vois, je vois sur LOL ce que vous avez fait, l'émission sur Amazon. Ouais. Moi, je crois que j'aurais bien aimé avoir l'intégralité du truc. Tu vois, en fait, parce que t'aurais une émission de 20 heures. Bah, why not? Finalement, tu zappes. Enfin, tu vois, finalement, comme il y avait dans le Loft à un moment, t'avais un accès à la totalité du Loft. Et ben, pourquoi pas, tu vois, se dire, OK. Waouh! Et je crois que t'aurais été surpris. Ben voilà, je pense que j'aurais été surpris. Et je crois que j'aimerais bien. Et tu vois, nous, on réfléchit, c'est juste des idées comme ça, mais au modèle économique, autour du podcast. Et typiquement, il y a un moment où est venue la question de est-ce que on ferait pas un podcast monté, puisqu'il y en a beaucoup qui me disent 3 heures c'est long. En fait, c'est difficile d'accès pour les nouveaux qui connaissent pas. Ils ont du mal à trouver les moments, à se dire je peux l'écouter en 8 fois, c'est pas grave. On s'est dit ok, on va faire des 40 minutes ou 1 heure pour le proposer. Et là, on se dit on va le faire payer. Et puis là, moi je dis mais attends, non. Moi, si je fais payer quelque chose, c'est la version intégrale en fait. Wow. Tu vois, c'est la question, c'est est-ce que finalement l'auditeur hardcore, c'est est-ce que je fais payer, ça donnerait quoi? Ça donnerait dire, le message serait de dire, en fait, tu vas payer pour la version montée parce qu'elle est mieux. Bah non, moi je pense que la mieux, c'est la plus longue. Ouais, si tu veux le jus, en fait, si tu veux l'essence, la première presse. Bah ouais. Moi, c'est ce que j'aime écouter. Ce sont les médias que j'ai pressé à froid. En fait, t'as pris les olives, paf, tu veux ce qui vient, tu veux pas leur truc raffiné, tout ça. Tu veux ça, et ben c'est ça qui coûte cher. Exactement. C'est l'or, mais c'est de la pierre, c'est du brut, quoi. À toi de faire ton petit. C'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant. Et les autres trucs qui seraient intéressants que tu peux explorer dans les univers là qui viennent du web, c'est ce que tu appelles le. Ça m'est sorti de la tête, mais tu sais, les Creative Commons, etc. Comment un truc sort de la tête? C'est fou ce que tu dis. Mais non, mais je cherche le terme qui est en fait où tu peux utiliser. Il y a en dev et en fait, tu vas avoir une dev, c'est développement en développement des applis. Ceux qui est développeur. Les un gars qui te dit j'ai vu avec mes devs. Open source, c'est ça que je cherche. J'ai vu avec mes devs, c'est pas avec un homme politique russe. C'est mes devs, ce sont ces développeurs. Toutes les femmes qui ont un date avec un relou qui dit j'ai vu avec mes devs toute la journée sur ma boîte. Donc open source, autre truc, tu vois, mais ce que tu appelles l'open source, c'est dire ok, je développe des choses, je fais des choses et puis tout le monde peut l'utiliser. Moi, on peut aussi se demander, tiens, ça regarde, c'est open source, ce truc qu'on a fait là, vous pouvez le réutiliser, tu veux le monter, monte-le, vas-y, et puis si tu gagnes de l'argent, tu m'en donnes, si t'en gagnes pas, bon, c'est ok, tu vois. Mais il y a plein de choses à faire assez intéressantes autour de tout ça. Bon, je digresse. Digresse.
Attends, j'y arrive pas. Grèce. Grèce. Il y a une seule caméra sur Non, une seule caméra ouais, sur moi. ouais, en fait, ça fait partie des C'est choses bien. ouais, c'est assez simple. On pourrait faire un petit. Là, on réfléchit à mettre un petit traveler. là, tu sais, Un truc qui petit, fait un bzzz, petit comme ça. slide. Ouais, exactement. Mais ça me donne envie de faire un podcast. Je te l'ai dit tout à l'heure quand on était dans la cuisine en train de se faire un café. Et Bon, moi, je t'aide. On va le faire. Ah, la vache, la tasse. Tu m'aides. Tu t'aides. Non, je t'aide. TED Talk. TED Talk. Non, voilà, la tasse. Je pense que. Elle vient de chez moi, elle est devant. Ouais, c'est ta fille, ouais. C'est ma fille, je pense, Louise, qui m'a demandé un autographe d'ailleurs, qui m'a dit Gad Elmaleh, une photo d'un autographe. Quoi. Pas mal. Écoute, Elle est à l'ancienne. Le dernier qui m'a demandé un autographe, c'est Michel Platini. Je lui dis, mais tu sais qui est Michel Tu connais Platini Michel Platini. Voilà. Tu sais, quand il y a des. Quel âge elle a, ta fille? Elle a 10 ans. Ah ouais, le petit, il a 9 ans, moi. Et mais plus jeune, quand souvent, ils me connaissent pas du tout, ils connaissent pas les gens de ma génération. Alors, souvent, je vais les voir, je dis, bon, tu me connais pas, mais tu connais les mignons. Et ils me disent oui. Et là, je fais la voix de Grou. Alors ça, c'est mon grand truc avec les gamins. Je fais tout de suite, professeur Nefario, apportez-moi des robots cookies. Pistogel. Et là, ils me regardent. Waouh. Et j'aime bien faire ça. Il nous reste pas beaucoup de temps. Mais non, parce qu'il y a la moto méditative. Dans les petites questions, j'avais plein de questions. Je voulais savoir. Tu vas aller au Paname. Tu vas aller voir je vais aller au Paname. Tu vas aller au Fridge. Je vais aller au Fridge. Et tu vas aller à la Seine-Barbès. Il y a 3 clubs en France. Et je me demandais qu'est-ce que c'était quand tu arrivais dans une loge ce soir à Annecy. Qu'est-ce qui fait que tu es en bonne condition ou en mauvaise condition? Et est-ce que ça impacte vraiment ton spectacle après? Alors, j'ai compris au fil des années, et je l'ai éprouvé, que plus tard j'arrivais au théâtre, et mieux j'étais dans mon show, et mieux j'étais dans mon mood, et dans ma tête, et dans mon corps. C'est-à-dire que de rester longtemps au théâtre avant, me préparer, me concentrer, m'isoler, ça ne me va pas. Je le faisais il y a longtemps. Quand j'ai des grandes salles et que j'ai une série de shows, je m'échauffe la voix, ce que je faisais pas avant, parce que ça me permet de pas me péter la voix. Souvent, mais c'est tout. Mais et encore, ça, je le fais pas beaucoup, mais j'aime beaucoup arriver last minute. Pardon. J'aime beaucoup. Si je pouvais faire comme Jerry Seinfeld, ça veut dire la voiture me dépose, je descends, je marche quasiment, j'exagère à peine, marcher et aller sur la scène. On te maquille quand même, non? Non, non, Ah ouais. on me maquille pas, il y a pas de, non, il y a pas de maquillage, il y a pas de vêtements, il y a pas de. Donc c'est du botox du coup. c'est du l'acide. L'anuronique. Non, mais non, j'ai pas envie de préparation, j'ai pas envie de cérémonial, j'ai pas envie de ça ne m'intéresse pas. Pas un Raphaël Nadal Non, j'ai développé des petits tocs, je cours un peu derrière la scène, je refais mes lacets plusieurs fois, c'est plus des trucs de superstition, mais j'aime bien l'idée de... Non, je bois un thé à la menthe, j'ai des sachets de thé menthe. J'avais un thé à la menthe, voilà. On l'a pas servi. Avant le show, peut-être un peu, parfois un peu de miel. Franchement, c'est rien, il n'y a rien, il n'y a pas de... Non, je fais une forme de prière souvent, tu vois, je prie, je me dis, voilà, quoi, l'univers tout entier, Dieu, tout le monde, donnez-moi la force de... Tu te dis ça, ouais. Ouais, voilà. Il y a un truc qui te met mal? Genre, il y aurait ça t'arrive d'arriver de te dire, ah putain, vraiment, là, c'est l'enfer, ça va mal se passer. Une personne qui a des mauvaises ondes, parce que je suis tellement intuitif, sensible et je perçois tout. Une personne qui a pas qui m'envoie des petites choses que j'aime pas ou qui me demande quelque chose. Moi, ce qu'on me déconcentre, on peut me déconcentrer. Tu vois. Tu peux m'appeler 4 minutes avant de rentrer sur scène, me dire « Ah tiens, dans le podcast, t'as dit truc, tu penses pas qu'on peut mettre telle musique ?» M'en fous, je te réponds. Et je vais sur scène et je suis joyeux. Mais si on m'envoie un truc qui trimballe quelque chose chez l'autre qui est un peu lourd, là, ça peut me plomber, quoi. Ou alors, si je vois quelqu'un dans la salle que je connais, je déteste. Ah oui? Je sais pas. T'as des trucs dans la vie comme ça, de dire, tiens, les gens nocifs, je les écarte. Est-ce que t'as des règles comme ça qui font qui sont arrivées au fur et à mesure que t'as progressé? Oui, vraiment. Et sans aucune théorie, ni règle, ni procédure. Ça s'est fait au fil des ans avec du ressenti. Et c'est le fameux ménage qu'on fait quand on atteint un moment de sa vie. Les vrais, les bons, les faux amis, les gens. Et après, il y a des gens, même s'ils sont pas nocifs comme tu dis, mais il y a des gens qui te pompent de l'énergie en fait. Mais c'est pas de leur faute. C'est pas que de leur faute. Hein.
c'est toi plus eux qui égale ce pompage d'énergie. C'est juste que ça ne matche pas. Avec d'autres personnes, il n'y a pas de problème, quoi. Parfois même, je dis à des copains, bah, lui, il me pompe, ils te disent non, moi, c'est des matchs, et tu navigues, et puis tu as besoin de moins en moins d'amis, quoi, de toutes les manières, et moins en moins d'activités, et moins en moins de saveurs de glace. Vanille, chocolat, allez, pistache. Ouais. Mangue. Pourquoi mangue, passion, fruits, cookies, spéculoos? Non. T'as pas besoin de moins de saveur, c'est pas vrai, Gad. Je suis bien avec vanille chocolat. Quoique, c'est vrai que... Attends, t'as raison. Non, mais je sens que t'as quand même Je besoin... voudrais une glace mangue, spéculoos, cookies, j'ai lait goûté d'amande. Kinder ce week-end, c'était pas mal, hein, honnêtement. Mais non, mais là où je te prends au mot, il y a deux choses. C'est qu'on sent que tu as quand même besoin de saveur, de peps, de piquant dans ta vie et tout. C'est clair. Et cela dit, j'ai aussi lu à des endroits que typiquement aujourd'hui, tu voulais faire du spectacle. Tu veux plus faire de film, tu vas en faire. Je veux bien si je... J'ai fait un film. Bien payé. J'ai fait aussi. Alors là, je vais te dire une chose. Hein. Moi, je suis absolument pas. Je crache pas dans la soupe. Qu'on est bien payé, je me réjouis. Quand il n'y a pas de budget, qu'on n'est pas payé quasiment ou très peu payé, comme le dernier film que j'ai fait, mais qui est un film tellement intime pour moi et tellement personnel comme Reste un peu, que j'ai réalisé, que j'ai écrit avec Benjamin Charby, qui est produit. J'ai coproduit. Mais bon, voilà, j'étais payé comme le tout petit rôle inconnu, comme mes parents, comme voilà. Fou, j'avais tellement de questions sur avec tes parents. Non, mais, my God, ça doit être un truc. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je fais pas semblant. Je suis pas choqué. Moi, si on me donne un bon cachet, je l'accepte. Moi, j'ai galéré pour réussir. Je viens d'une famille où il y avait pas d'argent. J'ai pas des grandes théories moi sur. Non. Je prends l'argent. Je donne la moitié aux impôts. Je donne un peu à ceux qui ont besoin. Et je garde l'argent et je kiffe avec ma famille. Donc franchement, il va pas, c'est pas du tout. Tu dépenses J'ai pas un niveau de vie, on va dire. Je suis pas dans je suis pas dans le matériel parce que je suis pas un mec qui a des montres. Mais avant, je l'étais un peu. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, tu sais, tu veux montrer, tu veux posséder. C'est pas mon truc. Mais c'est les moments de vie, quand je vais voyager avec ma famille. Tu fais du business t'investis Alors, à un moment donné, j'étais très intrigué par le business parce que j'étais assez fasciné par tous les mecs comme toi, c'est de la tech finalement que tu fais toi aussi. Donc j'ai des copains avec qui j'ai essayé de faire des choses. Je suis vraiment très sincèrement, je suis pas très doué. La partie que je peux apporter en tout cas, c'est peut-être de la créativité. Le marketing m'intéresse, mais après c'est un mindset qui est différent, quoi. C'est des bulldozers moi, je suis pas formaté pour ça. Je pense qu'il y a des ponts qui manquent. Tu vois, je pense notamment entre des célébrités, des footballeurs, en fait, alors toi, t'as pas forcément une fin de carrière. C'est différent. Il y a des gens qui ont des fins de carrière, en particulier les footballeurs. Et souvent, ils sont, footballeurs, parce que c'est souvent les plus riches dans nos pays, ils sont souvent très mal accompagnés là-dessus, ils se font arnaquer dans tous les sens. Mais je pense qu'il y a un manque de pont parce qu'il y aurait plein de choses à faire. Il y a comment il s'appelle un acteur américain, quel mec, Mark Blake Lively, tu vois. Parce que Mark Wahlberg, il a fait une chaîne de burgers. Il y en a un qui avait investi dans Sprint, qu'il a revendu à T-Mobile, un bras et demi, mais 1 milliard. Le mec de Blake Lively, tu vois, cette actrice, comment il s'appelle, Reynolds, Ryan Reynolds. Il a acheté un club de foot en Angleterre. Il fait des trucs de ouf. Mais en fait, quand t'es bien accompagné, que t'as les bons trucs, je pense qu'il y a des choses assez marrantes. C'est une histoire aussi d'intelligence, non ? Ouais, puis c'est de la créativité. Tu sais, je t'entendais. Moi, je me considère comme un vrai créatif. Je comprends. C'est-à-dire que je suis pas un gestionnaire. Je sais pas gérer très bien. Non, mais je suis un. Moi, je t'interromps, mais j'ai collaboré avec des gens qui sont dans la tech. Clément Benoît et Alexandre Aguet qui ont créé Not So Dark. Ils sont dans la food tech, dans la livraison. Et je les vois travailler, c'est des génies ils sont créatifs dans leur domaine. C'est-à-dire que moi, je peux apporter une fantaisie, un truc de marketing, une idée, une exposition, peut-être de la lumière, peut-être du média. Mais eux, la manière dont ils gèrent leur business, c'est souvent de l'audace, beaucoup d'audace. C'est souvent de la créativité, c'est souvent du courage, c'est souvent de l'innovation, c'est souvent, tiens, on va faire ça. Et
Et parfois, moi-même, je me surprends, alors que j'ai été dans des défis personnels incroyables à chaque fois. On m'a dit moi-même, mais t'es fou, tu vas pas faire ça. Moi-même, je leur dis, mais vraiment, vous allez faire ça? Oui. Il y a un côté no limite, en fait, de ces mecs-là. Et qui est créatif aussi. Donc, il y a beaucoup de créativité dans ce domaine-là, je trouve. Ouais, ouais. Et Internet, l'Internet et tout ça. Sur l'Internet, d'ailleurs, sûr. sur lequel tu es très présent. Exactement. Où est-ce qu'on te suit, Gad? Instagram, TikTok? TikTok, t'as commencé TikTok, je suis pas encore très. Je suis en train. C'est le mec 40 ans plus tard. Je suis en train de. 2023. Je crois que c'est un réseau social qui pourrait bien marcher. Sur MySpace. non, sur Insta. Ouais, sur Insta. TikTok, je vais. Avec un collaborateur, on s'est dit qu'on allait mettre des vidéos finalement que de toutes les manières étaient partagées partout, et que c'était bien que moi je les choisisse finalement, et que je partage des moments de carrière, de vie, toutes les folies qu'on a fait avec Jamel pendant les Césars, pendant des émissions comme celle-là, enfin des émissions, un podcast, un échange. Il y a des moments que toi tu vas voir comme étant intéressants, mais comme moi je vais voir comme étant plus intéressant pour moi, avec ma vision, tu vois. Donc je vais vouloir mettre quelque chose. Pas où je suis mieux, où je suis plus. C'est juste, c'est mon axe. C'est ça qui m'intéresse, en fait, finalement. Insta, TikTok. LinkedIn voilà. Tu sais ce que c'est? Ouais, je sais très bien. Non, je suis pas. LinkedIn. Tu sais que je pense qu'il faut. Ça n'a pas été encore pris par des humoristes. Moi, je pense qu'il faut que des humoristes aillent faire un raid sur LinkedIn. Ce serait vraiment pas mal. Tu crois? Mais ouais. Il y en a un ou deux. Il y a Karim Duval, je crois. Il y en a. Je vais y aller. Mais grave. Non, Insta et Facebook. Vas-y, on lance ton LinkedIn avec ça. Gad Elmaleh, je te tag et tout. On met comédien. On met comédien, acteur. Carte de visite avec un CV. Ouais, un CV depuis et tout. Assistant de. Un petit résumé. C'était qui? Deli Kakou de 1993 à 95. Ah ouais, vas-y. Ce serait intéressant de lancer mon LinkedIn. Mais grave. Tu vois, je pense que c'est peut-être mieux que d'aller sur TikTok. Ça peut créer un petit buzz. Ok, je te suis. Et tu sais qu'il faut que j'aille sur la moto, mais tu vois, alors je vais te dire un truc, parce que je dois être honnête avec moi-même et avec toi. En fait, je comprends tout à fait ce que tu disais sur le temps long. Par exemple, là, pour moi, je me chauffe un peu là. Bah oui, c'est chaud. Comme si tu reviens, on va reprendre un peu, on va devoir se réchauffer, tu vois. Mais on se refera. C'est pas mal. En attendant, on va dans les comédie clubs. Allez voir les jeunes dans les comédie clubs, parce que il se passe des vraies choses. Et puis, ça parle de notre société. Ça parle des problématiques, en tout cas, que vivent ces jeunes en France, ou ces moins jeunes. Mais en tout cas, avec un regard qui est souvent audacieux, honnête et très, très drôle. Et moi, je défends en tout cas les comédie clubs en France. C'est un espace en tout cas de liberté aussi. Ouais, je suis d'accord. Et moi, toutes mes jeunes collaboratrices qui y vont, elles s'éclatent et je trouve ça. Mais elles vont sur scène. Ouais, elles vont sur scène, bien sûr. Bien sûr. Elles enregistrent aussi elles-mêmes des podcasts. Je t'enverrai un de leurs podcasts. Une bonne fois pour toutes, ça s'appelle. Et elles répondent à une question une bonne fois pour toutes. Par exemple, Sucé est-il trompé? Et tu vois, à la fin. Les questions, genre, on n'en peut plus. Voilà, exactement. Et donc, à la fin, il y a la réponse une bonne fois pour toutes. Tu vois, après 1 heure de débat. Qu'est-ce qu'il y aurait comme question comme ça, une bonne fois pour toutes? On en peut Dieu plus. existe-t-il? Ouais. Une bonne fois pour toutes, je vais répondre à la question, tu vois. Et donc, elles t'inviteront, hein, si tu veux. Mais elles seront ravies. Allez, une autre question. On n'en peut plus de ces questions, genre. Est-ce que faut-il interdire les trottinettes, tu vois, électriques? Est-ce que l'investissement dans l'immobilier, dans la pierre, c'est le mieux? Est-ce que c'est mieux que le Bitcoin? Ok. J'ai une dernière question avant de te laisser partir. Si tu avais l'occasion de... T'es parti à 17 ans, je crois. Du Maroc. Ouais. Si tu avais l'occasion de croiser Mad à 17 ans. Mad El Ghalé à 17 ans. T'habitais toujours à Casa? J'habitais toujours à Casa. Ouais. Ou t'avais bougé au Maroc? À Casa, à 17 ans. Avant de prendre ton avion, là. Moi, j'étais au Maroc, ouais. Si tu avais l'occasion de le te jour de voir, mon départ. Ouais, et de te dire un truc, qu'est-ce que tu te dirais? Moi-même. Ouais. Il faut que je fasse le travail pour visualiser ça. Donc, c'est moi-même, aujourd'hui, qui me voit, 2 minutes, moi. Là, t'es dans l'aéroport et t'as 2 minutes pour te dire un truc. Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même? Je me dirais peut-être la seule chose qu'on ne m'a pas dite. Tu es beau, mon fils. Ah non, ça me plaît, pardon. Peut-être la seule chose... C'est trop facile de répondre maintenant, parce qu'il y a eu tout le parcours, mais peut-être la seule chose, la seule mise en garde, je me dirais,
tu vas à un moment donné aussi rencontrer des difficultés, des trahisons, des choses dures humainement, des gens qui vont te faire des trucs, tu vas halluciner, tu vas dire c'est pas possible, des fausses amitiés dans le métier, des trucs comme ça. Et je me dirais, s'il te plaît, prépare-toi à ça pour pas trop en souffrir quand ça va arriver et ne t'inquiète pas. C'est pas forcément grave, c'est juste que c'est ton chemin et qu'à un moment donné, ton chemin, il doit s'épurer et il doit être de plus en plus minimaliste pour atteindre quelque chose de vrai, de pur. On peut pas tout garder tout le monde. Donc, je me dirais ça. Et puis, j'essaierai de citer Tupac en parlant des gens avec qui soit on est fâché, soit on a des embrouilles. Un jour, il a dit, en parlant de quelqu'un qui disait du mal de lui, ça n'est pas parce qu'il m'a perdu comme ami qu'il m'a gagné comme ennemi. Donc non, j'ai pas d'ennemis, moi. J'ai des amis et j'ai des gens qui ne m'intéressent pas ou plus. Et pour citer Hassan II, il disait, celui qui n'est plus ton ami, il l'a jamais été. C'est intéressant et on a un peu abordé ça, mais on sent que je pense que en plus c'est récent, c'est peut-être ces 10 dernières années où t'as souffert, t'as un petit oiseau blessé par moment, on sent. Je l'ai été, mais ça m'a donné beaucoup de force. Mais ça se voit. Et je suis même, après je suis pas maso, mais je te promets, je le dis sans coquetterie, tu vois, posture, ça m'a apporté beaucoup. C'est-à-dire que quand tu traverses parfois une crise médiatique, quand tu traverses... t'es tellement malmené que le plus important, c'est ce qui reste. Et tu vois, on a, alors que cet épisode était assez freestyle, on l'a beaucoup préparé avec Clémence. Il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées parce qu'on fait finalement... Mais tu peux aborder tout. Non, je sais, mais tu vois, on m'a donné aucune... Mais tu vois, à un moment, je me suis dit, je voudrais parler de ces moments où on t'accusait de plagiat, etc. En fait, j'ai lu cet article dans Le Parisien, qui est super, d'ailleurs. J'adore la photo à la fin, elle est fantastique. Avec les lecteurs. Avec les lecteurs, où toi, t'es comme ça, ils sont tous en train de lire. Elle est cliché, elle est extra. Ouais, elle est un peu... Ouais, mais ça, c'était bien parce que... Je trouve que ça a été abordé dans tous les sens. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi, en fait, mais ce que... c'est surtout que ça fait... c'est long. Mais tu vois, entre les US, entre tout ça, en fait, c'est marrant. Ça fait 6 ans, 2017. Et en fait, je trouve que on le sent que ça t'a grandi. Voilà, enfin, mais... tu n'es plus un adolescent. Non, mais je pense que les expériences comme ça, elles te grandissent si aussi tu comprends, et ça m'appartient, quelle est ta part de responsabilité dans ce qui se passe. Dans une rupture, dans une fâcherie avec un ami que t'aimes ou t'es blessé, dans une crise médiatique, bien sûr que c'est très facile de dire « Ouais, mais ils ont dit, ils pensent que... » Non, mais c'est très dur à faire. Hein. Tu le fais quelques années plus tard, tu dis « Mais c'est quoi ma part de responsabilité ? Pourquoi ça s'est passé ?» Eh bien, tu trouves des réponses et tu trouves des clés qui t'aident à évoluer. Mais je vous les dirai pas. J'ai toute direction, je vais te faire louper ton train, mais parce que je veux... Est-ce que comme les mecs souvent très drôles, pour tes proches, tu fais toujours les mêmes blagues et c'est relou. Toujours. Écoute-moi, ma famille et mes proches, je fais toujours les mêmes blagues. Parce que tu les testes, tu les retestes, tu les changes. Mais même, il y a l'aboiement, faire ça. Moi, j'adore tes mimiques, les yeux, ce que tu fais. Tu sais, de temps en temps, voilà, et de temps en temps, c'est un peu comme ça. Tu as les mimiques de visage, tu sais. Mais oui, Voilà, et tout ça, je trouve que le mouvement du visage, en fait, c'est naturel. Tu les as pas travaillés, ces trucs-là ? Non, j'ai jamais travaillé ça, non. Hein ? Allez, c'est l'heure. On cut. Allez, merci. Ça m'a fait très plaisir. Moi aussi, c'était un bon moment. Restez avec nous. Juste après, nous recevons l'inventeur du micro. Et de la publicité. Parce que c'est le même. Ah ouais. Salut, Gad Elmaleh. Salut. Tout le monde, bisous. J'espère que si vous êtes nouveau, abonnez-vous à ce podcast, c'est important. Et puis si vous n'êtes pas nouveau... abonnez-vous. Moi, je me suis abonné d'ailleurs ce matin avant de venir, parce que sinon, ça ne captait pas. J'ai rentré mon code et tout ça. Et puis, aimez-vous les uns les autres. Et puis, aimez-vous et allez de par le monde répandre la bonne parole. Tu nous fais au revoir en québécois ? Salut. Je dois y aller, ciao.